Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Il est 14h05, donc on est à peu près 50 en ligne et il y aura d'autres personnes qui nous rejoindront sûrement et ce sera avec grand plaisir. Donc, juste pour me représenter, donc je suis Shona Barbet, je suis chargée de projet à l'association Coréade pour coordination régionale addiction en Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir là aujourd'hui de co-animer plutôt dans les coulisses ce rendez-vous de la Coréade. Pour rappel, c'est un rendez-vous mensuel que l'on a lancé il y a 2 ans au sein de notre association. Le but, c'est essayer d'apporter une expertise sur une thématique en addictologie chaque mois avec un intervenant extérieur à notre association, qu'il soit local sur notre grande région ou ailleurs. Donc voilà, là on est en pleine préparation, lancement du mois sans tabac. Donc cela nous tenait à cœur de proposer une thématique autour du tabagisme au mois d'octobre. Ce sera également le cas au mois de novembre. Mais voilà, donc aujourd'hui, il sera question de prévenir de la rechute après l'arrêt du tabac. Donc, au nom de toute l'équipe de la Coréade, on est ravis que ce soit le docteur Michel Anderner qui présente ce rendez-vous. Juste avant de lui laisser la parole, vous redire, mais ça a été dit dans le chat, hein, comme d'habitude, c'est vraiment un format webinaire, donc n'hésitez pas à intervenir par le forum de discussion où on peut recueillir à la fois vos questions, mais également vos soucis techniques si vous en avez. Le webinaire sera bien enregistré et disponible en replay dans quelques semaines après ce rendez-vous. Le but, c'est que vous puissiez après le visualiser, reprendre des éléments du diaporama si vous le souhaitez, après ce temps de présentation. Et puis aussi vous redire que vous pouvez adhérer à l'association et de ce fait bénéficier de tous nos rendez-vous, nos informations très simplement sur le site ou aussi sur la présentation là qui défile, vous avez aussi le lien pour adhérer à l'association, c'est 10 € et ça permet aussi de soutenir nos actions. Et puis, je vous redis aussi qu'il y aura des moments de pause, donc peut-être un, peut-être deux, voilà, selon la présentation du docteur Anderner. En tout cas, ce sera de brefs moments qui permettront peut-être de prendre un verre d'eau et puis aussi de poser un peu vos questions, puisque ce sera aussi l'occasion en deuxième partie de faire le point sur vos questionnements que vous avez pu poser en amont de ce rendez-vous et puis peut-être qui vont arriver pendant ce rendez-vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne visio sur cette thématique. Et puis, je vais laisser la main au docteur Anderner. Merci beaucoup. Je vais Merci. arrêter le Je vais faire partage. partage d'écran. Oui, je vous laisse la main. C'est bon. Regarde juste si la suivante passe. Oui, j'avais eu des gags de précédents Oh, il y en a congrès. toujours. On était resté bloqué sur la diapo 1. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce sujet difficile, hein, puisque évidemment la rechute, c'est la grande crainte des patients fumeurs, mais aussi des équipes soignantes. Donc, sujet difficile, avec quelques pistes. Je prétends pas tout pouvoir vous donner comme solution, mais des petites pistes officielles et puis des petits trucs à moi, on verra. Donc, moi, je suis pneumologue de formation, puis j'ai créé en 1989 la consultation de tabacologie au CHU, entre midi et 2, parce qu'il ne fallait pas perturber le fonctionnement du service. Puis après, j'ai réussi à imposer un mardi matin, puis un mardi, samedi matin. Ça n'a pas été facile, comme quoi les pneumologues ne sont pas toujours très accueillants avec les tabacologues, même s'ils sont pneumologues de formation. Et puis depuis ma retraite en 2016, je travaille en psychiatrie à l'unité de recherche clinique du professeur Jaffari, avec lequel je m'entends très très bien et ça se passe vraiment très bien. Et je consulte au pavillon Pinel, pour ceux qui connaissent. Je fais de la tabacologie, donc tabac cannabis essentiellement, parce qu'après c'est d'autres collègues du XAPA qui prennent en charge les substances psychoactives plus complexes. Donc vous avez mon mail ici que vous pourrez éventuellement par Shona demander des papiers qu'on a écrits dans la revue des maladies respiratoires qui ont trait avec ce sujet. Donc les différents types de rechutes, vous devez les connaître, je pense, hein, surtout les addictologues. Il y a le faux pas qui est extrêmement fréquent.
Moi, j'explique aux patients que c'est comme un patineur qui commence à apprendre à patiner. Même Candeloro ou Surya Bonali, c'est de ma génération, se sont cassés la figure avant d'être champions olympiques. Donc, je leur dis, un faux pas, attention, c'est pas grave, mais c'est un signe d'alerte, tout simplement. Donc, déculpabiliser. Ensuite, certains ont décrit la rechute brutale ou chute. Et puis la rechute programmée, par exemple, quelqu'un qui avait arrêté d'aller acheter son journal chez le buraliste, bah, il dit, tiens, c'est plus court en fait, maintenant j'ai mal aux jambes, je vais passer par le trajet le plus court. Je vais retourner chez le buraliste pour acheter mon journal. Et c'est peut-être une rechute programmée qu'on voit souvent dans l'alcool où la personne décide de repasser devant le bar alors que c'était donné comme thérapie comportementale d'éviter ce trajet-là. Alors la rechute progressive avec l'effet de violation de l'abstinence, c'est bien connu. Une petite cigarette le samedi soir, c'est pas dangereux, je m'en prends une. Et puis ont été décrits aussi des rechutes totalement imprévisibles et surprenantes, où là on est un petit peu plus démuni. Donc une notion rouge là en bas, enfin rouge, pas agressif. Rappelons que le faux pas est un excellent facteur prédictif de rechute. Et pour cet auteur, Garvel, à 95% des fumeurs qui font un faux pas précoce après un arrêt du tabac vont rechuter. Là, vous avez un dessin hein, de la chute et de la rechute. Alors celui qui rechute, il a le bras cassé. Hein. Alors, il ne faut pas oublier que le tabagisme est maintenant reconnu comme une maladie chronique, comme le diabète, et que le sevrage, ça va être un long apprentissage. Là, j'ai cité deux phrases de Gilbert Lagru, qui était notre maître à tous. Hein. L'arrêt du tabac n'est pas un long fleuve tranquille. L'arrêt du tabac est une course de fond et pas une course de vitesse. Et puis, Gilbert avait cité, pas toutes, mais il avait presque cité toutes les causes de reprise. Le craving, dont on va beaucoup parler, syndrome de sevrage, les émotions positives ou négatives, la prise de poids, la dépression, la perte de motivation en cours de route. J'arrête de fumer le jour de l'an et je refume aux vacances de février au ski avec les copains avec une bonne raclette et un bon petit apéro. La perte de contrôle, l'habitude, l'environnement qui joue un rôle important, et puis la pression sociale pour ceux qui ont beaucoup de collègues fumeurs au travail ou les lycéens par exemple. Alors, plusieurs auteurs se sont intéressés je ne sais pas si je peux enlever ce bandeau noir en haut, peut-être. Non, non. Les facteurs prédictifs du succès et au contraire les freins au succès. Donc, plusieurs auteurs ont trouvé des facteurs prédictifs du succès, sans trop de rechute, l'intention d'arrêter de fumer, bien sûr, un faible score de dépendance au tabac, un faible score de syndrome dépressif, l'utilisation de la varénicline, même si on en a plus en ce moment, hein, on ne sait pas si on va en avoir, la forme générique, un taux de monoxyde de carbone dans l'air expiré normal, 8 jours après le début du traitement. Ça veut dire que la personne vraiment ne fume plus 8 jours après. Et puis des facteurs de frein. Un auteur a souligné la notion d'impulsivité. Donc, il y a Zébulon, là, vous voyez peut-être que la tête avec ses moustaches en haut. C'est un frein au succès du sevrage, au stade initial de l'arrêt, et un obstacle aussi à maintenir une abstinence prolongée. Et l'auteur Piniero a souligné des facteurs favorisant la rechute, le fait de vivre seul, d'être sans emploi, arrêter pour des raisons financières, avoir un faible niveau socio-économique et présenter des comorbidités psychiatriques. Donc ce rectangle-là, c'est exactement les patients que je vois le mercredi dans ma vacation à l'hôpital Laborie. Ils disent souvent qu'ils se retrouvent seuls le soir chez eux, ils s'ennuient, ils n'ont pas d'emploi, ils sont précaires, etc. Donc le rectangle en bas à droite, c'est mes patients de tous les jours. Alors le craving, bien entendu, hein, ce besoin impérieux de fumer, c'est un facteur très important de la rechute. Donc on va le détailler assez longuement. Donc tout le monde sait, le craving, hein, c'est urge to smoke en anglais ou craving, ça se dit aussi. C'est une urgence à fumer, un besoin impérieux de fumer, en tout cas de consommer une substance psychoactive, SPA, et avec l'envie de profiter rapidement, je crois que rapidement, c'est pas parti, j'essaie d'enlever ça.
et de revenir. Voilà. L'envie d'en profiter rapidement. C'est une composante essentielle des addictions et c'est le critère 4 de la définition de l'addiction à une substance dans le DSM-5 qui dit qu'il existe un craving, une envie intense de consommer la substance. Alors, Aimé Charles Nicolas a écrit que le craving n'est pas le manque. Moi, je me suis permis de mettre n'est pas que le manque. Alors, le craving, il y en a de deux types. En fait, il y a un craving à la phase initiale du sevrage qui est traité normalement par les médicaments, substituts nicotiniques ou varénicline quand on en aura, ou bupropion. Et puis le craving signaux-induit, cue reactivity, qui est un facteur important de rechute un peu plus tardive. Moi, j'ai une patiente qui avait arrêté de fumer, beau succès, qui a rechuté en mettant dans sa machine à laver le linge un adoucissant dont la couleur de l'emballage était bleue, comme son paquet de cigarettes gauloises ou gitanes. Elle a refumé et elle a eu le réflexe de changer de marque et de prendre un adoucisseur coloré en rose et le craving a disparu. Donc elle a fait une petite rechute d'un mois et puis on a repris le traitement. Et ces deux types de craving, on les retrouve en neuroimagerie. Pendant la phase initiale de sevrage, ben, c'est l'envie de cigarette. Et puis la phase plus tardive, c'est de se retrouver dans des situations, des goûts, des odeurs, un environnement où on fumait auparavant. Et là, c'est vraiment, ça peut arriver plus tardivement. Ce qui fait que le craving, en fait, c'est tenace et c'est un beau piège pour le pauvre fumeur qui a arrêté. Donc, le plan que je vous propose, c'est d'aborder les stratégies d'abord non médicamenteuses, ensuite les médicamenteuses, et puis la cigarette électronique. Il faut toujours ouvrir la porte à cette cigarette électronique, même si la HAS est dans la politique du nini, ne pas dire non, ne pas dire oui. Mais personnellement, en psychiatrie, je suis amené à en prescrire, à en conseiller beaucoup, en tout cas, mais les patients les ont déjà, donc le problème est résolu souvent. Donc, ils posent des questions là-dessus. Alors, les stratégies non médicamenteuses, bon, l'entretien motivationnel, bien sûr, hein, le soutien psychologique. Pour mes patients, le soutien psychologique et le suivi, c'est 50% du succès, et le traitement médicamenteux, quel qu'il soit, c'est 50%. Donc, une revue Cochrane 2019 montrait que les thérapies comportementales seules, que les Américains utilisent beaucoup, sans la partie cognitive, n'est pas associée à un effet sur l'abstinence. En revanche, les TCC, où on prend en charge les cognitions, là, marchent bien avec plusieurs stratégies importantes qu'on va détailler après. Les stratégies de coping, apprendre à faire face, et au mieux à l'aide de la réalité virtuelle, dont on va dire un mot. Je vais essayer d'enlever ce truc noir qui me gêne, là. Voilà. On parlera aussi de la mindfulness, relaxation et yoga, de l'ACT, troisième vague des TCC. On va souligner l'importance de l'activité physique, qui est souvent sous-estimée, et puis l'importance aussi des quit lines comme tabac info service, puis les nouvelles technologies qui jouent un rôle et qui vont jouer un rôle de plus en plus important. Donc, ce schéma de Marlatt et Gordon, bien connu notamment pour d'autres domaines, soit on a un coping efficace, on sait faire face à une envie de fumer, ça augmente le sentiment d'efficacité personnelle et ça diminue la probabilité de rechute. Soit on a un mauvais coping, on n'a pas appris à le faire, ce coping peu ou pas efficace, sentiment d'impuissance, j'y arrive pas, diminution du sentiment d'efficacité personnelle, qui va conduire d'abord à un faux pas, une reprise de la substance psychoactive, un effet de violation de l'abstinence, et puis une augmentation de la probabilité de rechute, relapse. Donc au début, c'est l'attente des effets positifs de la reprise de la substance qui n'a pas encore été réintroduite. Mais on attend avec impatience, le fumeur qui a arrêté attend avec impatience qu'elle revienne. Puis une fois qu'il l'a prise, eh bien, il a un effet de renforcement positif.
Il y a 3 stratégies de coping, stratégies d'adaptation, soit centrées sur l'action, par exemple la technique de résolution de problèmes, centrée sur l'émotion, la gestion des émotions, c'est les TCC classiques, mais aussi la pleine conscience, la relaxation aussi. On verra que le yoga et relaxation, activité physique jouent un rôle important. Les émotions liées à la situation problématique sont alors fortement diminuées. Et puis, il y a le coping centré sur le soutien, notamment le support social. Chercher un soutien pour changer la situation ou régler ses tensions émotionnelles. Ce sont tout ça des stratégies préventives pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire face et disposer des moyens nécessaires pour réagir. C'est un petit peu comme quelqu'un qui voudrait escalader le Mont Blanc ou l'Everest, eh bien, il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il se prépare à une éventuelle chute, à une éventuelle prise dans une avalanche, etc. Donc, on prépare avec ces techniques à assumer le pire. C'est-à-dire, en fait, pour un fumeur, c'est rechuter. Hein. Donc, c'est pas aussi dramatique que d'être pris dans une avalanche, mais on fait un petit peu des préparations avant l'action. Alors, les relations entre coping et craving sont extrêmement serrées, extrêmement importantes. Il y a une corrélation entre les stratégies de coping et la diminution du craving. Plus on a été formé à savoir faire face, mieux on gère l'envie de fumer. Et dans cette étude-là, l'étude numéro 2, au cours des 48 premières heures après l'arrêt du tabac, tous les participants signalaient un craving intense, puis diminution progressive après 2 semaines. Et on voit quand même que les stratégies de coping les plus utilisées, les plus demandées par les patients sont centrées sur la résolution de problèmes, 73%, sur les émotions, 27%, pas beaucoup sur le soutien social, ce qui est dommage. Alors la réalité virtuelle permet, peut-être mieux que des images ou des explications ou des jeux de rôle, de mettre directement le fumeur en situation en alternant des images neutres et des images faisant référence au tabac, comme voir des gens fumer à un bar ou voir une personne fumer, voir un paquet de cigarettes, etc. Dans cette étude, c'est une revue générale qui incluait 16 études, on avait 15 sur 16 qui montraient que ces réalités virtuelles diminuaient le craving et une où il n'y avait pas de modification, mais avec un effectif de 8 patients, donc ce n'était pas tellement. Donc, 4 études ont montré que l'association des TCC plus réalité virtuelle et exposition aux stimuli était supérieure à TCC plus réalité virtuelle placebo, montrer des images neutres. Donc, si on peut en disposer, hein, les TCC, c'est plus simple, même si tout le monde ne les fait pas. TCC plus réalité virtuelle, on se met dans les meilleures conditions, si on a le matériel, si on sait faire, pour diminuer le craving et diminuer la consommation de cigarettes et diminuer la rechute aussi. Mais dans cette revue, il n'y avait pas d'évaluation à distance de l'intervention, ce qui est un petit peu dommage. Donc la réalité virtuelle, ben, vous voyez en bas, c'est des personnes qui fument autour d'une table. Je pense qu'il y a le bord de la mer pas loin, donc ça donne envie de fumer. Donc je passe un petit peu plus vite sur la partie du haut. Et puis le dernier truc à la mode, c'est les jeux vidéo en 3D avec un groupe intervention qui consiste à écraser le plus de cigarettes possible, un peu comme les ados et même les adultes font en jouant avec leurs enfants ou avec des copains. Et puis le groupe témoin, ça joue à un jeu placebo classique. Et à 6 mois post-intervention, pardon, ceux qui ont joué à écraser les cigarettes avaient une diminution significative du craving, mais des amis addictologues m'ont dit, oui, ils vont peut-être devenir accros aux jeux vidéo. Donc, petit sourire, mais après tout, pourquoi pas. Alors, la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est la troisième vague des TCC. Donc, moi, je n'ai pas appris quand j'ai fait le DU TCC à Bordeaux en 2006, c'était les TCC de base. Donc, j'ai également appris en cherchant, en fouillant dans les articles. C'est accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et s'engager dans une action qui améliore et enrichit votre vie. Donc, on va voir avec un petit schéma plus simple, c'est en fait de passer de la rigidité psychologique à la flexibilité psychologique avec
plein de mots, des fois pas très simples, comme la diffusion, on va voir ce que c'est. Et puis Jung avait dit: «Ce à quoi l'on résiste persiste et ce que l'on embrasse s'efface». C'est joli comme formule pour des diapositives, hein. Alors ça, c'est un peu rébarbatif, c'est les 6 processus cognitifs de l'acte. Donc je vous ai mis beaucoup plus d'explications en annexe parce que c'est un petit peu complexe. Alors, il y a la mindfulness qu'on retrouve, la diffusion cognitive, c'est en fait la distanciation cognitive qu'on connaît bien en TCC traditionnel. On imagine au départ qu'on est sur une table avec son addiction et la distanciation consiste à laisser son addiction sur la table et à s'éloigner de la table pour voir les choses à distance et comme on le ferait pour un château ou un arbre, quand on s'éloigne, on voit les choses différemment, quand on se rapproche, différemment aussi. L'acceptation, qui fait partie de la définition de la thérapie, le soi comme contexte, c'est-à-dire pratiquer le recours au soi observateur et non pas au soi pensant, c'est-à-dire qu'il faut se centrer sur soi, mais essayer de ne pas penser, un petit peu comme en sophrologie, on se concentre sur son corps. Et puis les valeurs, découvrir ce qui est le plus important pour soi, le noter, se fixer des objectifs, et puis engager l'action en fonction des objectifs qui ont été fixés, et les mettre en œuvre de façon responsable. Alors, c'est facile à écrire, difficile à faire. Là, je vous ai mis plusieurs études dont on va passer rapidement parce que le diaporama est assez long. Pas de différence significative entre ACT et TCC classique. Bon, c'est rassurant pour ceux qui ne pratiquent pas l'acte comme moi en routine, hein. Les TCC, je sais mieux faire, donc c'est un peu rassurant. Mais il y a des études avec thérapie ACT par téléphone et puis l'autre, la numéro 3, thérapie ACT par Internet, comparé à un programme américain classique qui consiste à remettre des brochures, des coups de fil, des mails, etc. Donc là, le taux d'abstinence ACT est nettement supérieur au programme américain, à 23% versus 10%. Et 80% de cet effet était médié par l'acceptation des signaux physiques, cognitifs et émotionnels liés au tabac. Donc on retrouve bien les TCC classiques avec cognitif, émotion, et puis signes physiques, comme par exemple dans l'attaque de panique, où il y a beaucoup de symptômes somatiques. Alors là, on s'est permis de se citer nous-mêmes, puisqu'on avait publié dans la revue des maladies respiratoires les bénéfices de l'activité physique sur le craving à l'arrêt du tabac. Donc, on avait fait une autre étude, enfin une autre revue générale qui montrait que la pratique de l'activité physique n'augmentait pas le taux d'abstinence à 12 mois, mais qu'en revanche, ça avait plusieurs avantages, l'activité physique. Déjà, ça permet de prendre moins de poids, ça diminue l'anxiété et la dépression, et puis, ce qu'on avait découvert en lisant tous ces articles, c'est que ça diminuait fortement le craving. Je vous ai mis en annexe toutes ces définitions, fréquence cardiaque maximale, de réserve, l'échelle de Borg. L'activité isométrique est connue, un tapis roulant ou bicyclette, mais on verra quelque chose qui est intéressant, c'est l'activité physique isométrique. C'est la contraction musculaire contre résistance, sans déplacement, que l'on peut s'entraîner à faire dans son bureau si on est banquier face à un client ou si on est médecin face à un patient. On contracte les quadriceps contre une barre en métal du bureau ou un objet et on contracte sans mouvement en fait pendant quelques secondes avant de devenir tout rouge et que la personne en face demande ce qui se passe. Et ensuite on relâche et on refait l'exercice plusieurs fois. Le craving s'en va. C'était l'école de Montpellier, hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et notamment Paquito Bernard qui avait beaucoup publié sur ces études-là en France et au Canada. Donc là, quelques études qui montrent qu'en fait, c'est pas le message à retenir, c'est que c'est pas la peine de chercher une activité physique de forte intensité, hein. D'abord, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'est pas sportif et jeune et sportif et beau, etc. Donc, une activité physique d'intensité faible ou modérée suffit. C'est le message à retenir de cette diapo, là. Si vous souhaitez avoir le PDF de la revue qu'on avait écrit, je le passerai à Shona avec plaisir, hein, s'il est payant sur Medline, je crois. Là, il comparait deux types d'activités physiques
pour montrer qu'en fait, même message, hein, une activité physique d'intensité faible, modérée ou intense, ça diminue le craving à peu près de la même façon. Ça va durer un peu plus longtemps, plus l'intensité est forte, mais bon, le craving est de courte durée en général. Si on arrive à penser à autre chose ou à faire autre chose, il disparaît assez rapidement. Sauf si on est à la phase initiale où il faut prendre des substituts en même temps, hein. Alors, l'activité physique isométrique, c'est Usher qui a énormément publié sur cette thématique. Donc là, il faisait une activité isométrique de faible intensité et ça diminuait le craving jusqu'à 5 à 30 minutes après la fin de l'activité physique. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ce qui est fait au laboratoire, ça marche mieux que quand c'est fait chez soi. Donc, ça peut paraître décourageant. La plupart de ces études ont été faites au laboratoire, mais quelques-unes, dont celle de Usher, comparaient aussi avec, une fois le retour à domicile, si on peut dire, avec la même pratique, eh ben, ça marche moins longtemps, mais ça marche 5 minutes, ça peut suffire à faire partir un craving, notamment si on prend un comprimé et une tablette à sucer en même temps. Relaxation, acupuncture, tout ça pour dire que ça marche bien, hein, versus ne rien faire, hein. Une population témoin qui reste assis sur une chaise ou qui lit une revue de décoration, une revue de voiture. Donc acupuncture, relaxation, soins usuels, acupuncture, relaxation, ça marche bien pour diminuer le craving et les symptômes de sevrage. Donc, vous aurez le diaporama, pas de problème. Donc la pleine conscience, ça dérive des pratiques bouddhistes et c'est prêter intentionnellement attention au moment présent sans jugement. Et là, il y a un petit schéma amusant, là, j'ai trouvé sur Google Images. C'est se rendre présent à l'instant pour être attentif à ce que nous vivons, prendre conscience de notre expérience sans la juger et sans chercher à la modifier. Il y a des gens qui pratiquent ça très bien. Il faut une petite formation quand même que je n'ai pas. Donc, cette étude montre qu'en fait, pour El Wafi, la pleine conscience en fait, va découpler la relation entre le craving et le nombre de cigarettes pendant le traitement. Donc, ça sert un petit peu à découpler ce tandem infernal qui est craving égale rechute. Une autre étude avec un groupe témoin, encore une stratégie américaine de l'ALA, l'American Lung Association. Le groupe pleine conscience versus groupe témoin, évidemment, pleine conscience, ça marche beaucoup mieux. Là, ils évaluaient l'abstinence ponctuelle des 7 derniers jours. C'est le moins bon critère pour définir une abstinence, mais c'est le plus utilisé dans les études parce que c'est le plus facile à faire. Le meilleur, c'est étant l'abstinence continue ou l'abstinence prolongée. Et là, bon, souvent, les auteurs utilisent la prévalence ponctuelle de l'abstinence les 7 derniers jours avant la visite de suivi. Le yoga, alors cette étude de la deuxième des libéraux est intéressante parce qu'elle montre que le yoga et l'activité physique aérobie, ça marche de la même façon. Donc, c'est selon le soi de chacun, hein. Si on sait faire du yoga, c'est très bien. Difficile de faire une séance de yoga devant un client ou un patient, mais enfin bon, imaginons que ce soit un craving à domicile, ça peut marcher. Donc, toutes ces techniques-là, il faut non seulement ne pas les ignorer, mais demander au patient si ça l'intéresse, s'il sait en faire, etc. Alors, il ne faut pas négliger la cigarette électronique. C'est vrai que moi, j'ai un biais de sélection puisque tous mes schizophrènes et bipolaires ont déjà acheté une cigarette électronique, mais ils ne savent pas s'en servir, il faut des explications, etc. Donc, on a quand même un rôle à jouer, mais ils connaissent tous ça par cœur. Il y a les brochures et les livres pour s'aider soi-même, bon, et puis le soutien par téléphone, notamment Info Service en France et les Quit Lines, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on peut téléphoner à tout moment. Et puis l'Internet, et puis les nouvelles technologies, applications, SMS, Facebook, qui vont se développer par gamme à nu, je pense, notamment à distance, peut-être un peu comme les téléconsultations pendant le Covid. Ça permettrait de suivre le patient de façon très rapprochée sans attendre les délais de consultation
qui sont longs, souvent en tabaco. En addicto, je ne sais pas, mais en tabaco, c'est assez long. Sauf en psychiatrie où ils ont 15 jours d'attente, on peut leur donner un rendez-vous à 15 jours. Quand j'étais au CHU, c'était 1 à 2 mois selon les périodes, voire 3 mois après le nouvel an où tout le monde voulait arrêter de fumer. Donc ces stratégies à distance vont certainement connaître un essor important. Donc, autres stratégies qui ont été proposées, bon, très techniques, hein, la stimulation magnétique transcrânienne. Il faut avoir l'équipement. Mon patron, l'hématologue Jafari, a tout ce qu'il faut dans son unité de recherche, mais c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, on pense à, c'est plutôt réservé à des centres spécialisés. Les incitations financières, c'est extrêmement utilisé par les Américains, hein, qui donnent, si le patient est abstinent ou s'il a su faire face à une envie de fumer, un craving, une récompense financière ou l'équivalent, un bon pour s'acheter quelque chose, hein, une récompense. Et puis, il y a un dispositif qui est assez anecdotique, c'est d'enregistrer chaque prise de gomme et qui montre, bon, c'est anecdotique, c'est intéressant aussi, que ceux qui faisaient un faux pas avaient utilisé moins de gomme 2 jours avant et 5 jours après le faux pas. Donc, c'est souvent mes patients, je leur demande combien ils prennent de gomme par jour. Je leur en prescris 12 hein, systématiquement. Pour les schizophrènes, il faut au moins ça. Puis quand on les revoit, ils nous disent j'en prends 2, 3, 4 par jour. Donc, il faut les inciter à en prendre plus, hein. Il n'y a aucun danger. Bon, ce sera l'objet sûrement d'une question, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de danger à fumer sous patch, sous gomme, etc. Dans les stratégies de réduction de consommation, tous mes patients sont en stratégie de réduction, hein. En psychiatrie, c'est difficile de faire un arrêt brutal le lundi matin. C'était même difficile pour le patient lambda, alors a fortiori. Alors, pour revenir aux bonnes vieilles TCC de base, eh ben oui, c'est intéressant de demander la situation déclenchante, de l'analyser, quand, où, avec qui, comment. Le patient peut tenir un cahier, par exemple, s'il est d'accord, hein. Un TCC, c'est toujours un rapport collaboratif, un contrat entre le patient et le soignant. Donc, si le patient est d'accord, et d'ailleurs, moi j'applique ça même pour les médicaments, c'est-à-dire je leur demande s'ils sont d'accord, à quel médicament ils ont pensé, et avec empathie, c'est-à-dire qu'on peut comprendre leur choix et des fois ne pas être d'accord. Par exemple, si un patient épileptique veut du Zyban, maintenant c'est contre-indiqué. On lui explique qu'il n'y a pas droit. Mais bon, c'est peut-être une exception. Sinon, en général, on est assez raccord avec ce que le patient a en tête, mais c'est important de lui demander avant. Si le patient dit qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? Moi, je retourne la question en disant et vous, monsieur ou madame, à quoi vous pensez pour arrêter de fumer? Et après, on discute tranquillement, bien sûr. On compare nos choix. On pourrait les écrire chacun sur un bout de papier dans une urne cachée, puis de regarder après, c'est de comparer. Mais souvent, on est raccord. Donc, les schémas que vous connaissez bien, presque des colonnes de bec, hein, émotions et pensées. Donc, quand il y a des émotions agréables, les pensées sont minimisantes. Une petite cigarette avec les copains, c'est pas si grave. Et quand on est dans le registre des émotions négatives, c'est des pensées maximalisantes. J'en ai marre, autant refumer, je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, j'ai repris, c'est foutu. Donc, grande culpabilité, découragement, voire dépression. Et là, il faut les aider, bien sûr. Même aussi dans les contextes agréables, c'est des causes de rechute. Voilà, j'ai synthétisé un petit peu tout ce qui peut être raccord entre eux, hein. La réalité virtuelle chapeaute un peu tout ça pour les stratégies de coping, diminuer le craving. Les TCC de base, coping, thérapie ACT, troisième génération de TCC. Relaxation yoga que j'ai mis ensemble, et puis très lié à l'activité physique. Puis la pleine conscience, voilà, pour faire un tableau, enfin, ça fait bien dans les décorations. Alors, je crois que j'ai le temps de continuer. Je ne sais pas, Shona, je suis dans les timings. Oui, oui, très bien. D'accord. Vous Merci, avez Shona. encore 40 minutes Bon, bah, max. ça devrait aller, parce que je vais aller Super. assez vite pour qu'on puisse discuter après, d'accord. Il y a plein de questions. Donc, avec grand Bon, là, plaisir de il se faut laisser que du j'aille temps assez pour vite ça. sur certaines diapos, d'accord. Super, merci. Retenir l'essentiel.
Donc, les stratégies non médicamenteuses, on va voir les traitements standards. On peut, en fait, quand on dit prévention de la rechute, comme il y a le cercle de Prochaska, même s'il y a des gens qui n'aiment pas trop ce schéma, si on reste fidèle à ce schéma pour les patients qui aiment bien ça, la prévention de la rechute, c'est en amont ou en aval, hein, puisqu'en fait, c'est un cercle rechute, arrêt, rechute, arrêt. Donc, ce qui marche avant marche après. Donc, on pourrait dire prévention de la rechute avant la rechute ou prévention d'une rechute après une rechute lors du sevrage suivant. Donc, la HAS dit première ligne substitut nicotinique et TCC, que je n'ai pas marqué là. Et puis, deuxième ligne, varénicline, on en a pas en ce moment dans le monde entier. Et le bupropion, le Ziban. Et puis, une notion nouvelle, l'American Thoracic Society en 2020, elle a placé la varénicline, mais on ne l'a pas, en première place, supérieure au substitut au bupropion. Et Dieu sait que les Américains aiment le bupropion. Et les publications les plus récentes, c'est toujours du bupropion qui classe toujours comme antidépresseur, même si dans le sevrage tabagique, ce n'est pas à des doses antidépressives. Mais bon, les Américains sont fidèles à le bupropion est un antidépresseur. Alors, ça c'est un peu le plan, hein. Je vous ai mis aussi un article qu'on avait écrit dans la revue de pneumologie clinique qui a cessé de paraître maintenant, faute de moyens, hein. Donc, on va voir le préloading, l'arrêt à date flexible, changement, adaptation de dose, l'observance, traitement prolongé, traitement combiné. Alors ça peut être utilisé d'emblée pour la première fois lorsqu'on voit un fumeur plutôt de type hardcore smoker, schizophrène, mais pas que, hein, moi je vois que ça. Donc tout ce qui est hardcore smoker, on peut leur proposer d'emblée ces traitements renforcés, ou si on a fait un traitement classique de la HAS, eh bien, après une rechute, on va éviter la rechute suivante en mettant un traitement renforcé, par exemple. On peut aussi reprendre un traitement classique, hein. Souvent, ça a été mal adapté, mauvaise observance, on a tendance à prescrire des patchs sous-dosés, on a peur d'en prescrire 3 ou 4. Donc, le pré-traitement, c'est excellent. Alors, le pré-traitement, c'était quelque chose de normal avec varénicline et bupropion. Les fumeurs avaient le droit de fumer 1 à 2 semaines avant de commencer le traitement. Et puis, en fait, on s'est aperçu, que ce soit avec les patchs, le varénicline, bupropion, qu'un pré-traitement d'1 mois, de 4 semaines, c'était bien mieux que ce qui était marqué sur la notice. Donc, moi, j'avoue que quand j'avais de la varénicline, je faisais toujours un pré-traitement d'1 mois en disant, vous fumez ou pas, selon. Ne vous freinez pas, ne culpabilisez pas, vous pouvez fumer pendant le premier mois. Il y a même des études, Pfizer avait beaucoup travaillé avant que le médicament soit arrêté, sur les pré-traitements de 3 mois. C'est un traitement total de Champix de 6 mois avec 3 mois de pré-traitement. On a le droit de fumer, on peut arrêter avant aussi, tant mieux. Et puis une deuxième phase en contigu, hein, sans interruption. On passait en deuxième phase de traitement de maintenance, 3 mois, donc 3 et 3, 6, traitement de 6 mois, tout à fait autorisé. Et on prescrivait assez souvent, même au CHU, hors patients psychiatriques. Donc un pré-traitement d'1 mois, laisser les gens fumer autant qu'ils veulent, puis s'ils s'arrêtent au bout de 3 jours, c'est très bien. Et puis ensuite, commencer l'arrêt du tabac en disant essayez d'arrêter à ce moment-là. On rejoint un peu l'arrêt à date flexible. Avant, on imposait un arrêt dans les notices 1 à 2 semaines. En fait, l'arrêt à date flexible, oui, c'est J35, donc on est très près du mois dont je parlais tout à l'heure. 1 mois ou 35 jours, on n'est pas loin. Et le patient arrête à la date qu'il veut. Il peut se fixer une date sur son agenda ou attendre qu'il n'y ait plus d'envie de fumer dans le cerveau. Ça marchait bien avec varénicline et bupropion, mais a plus d'effets secondaires et qui ont fait très peur aux psychiatres, notamment les troubles avec le Champix, malgré l'étude Eagles qui a montré que ce n'était pas vrai. Mais enfin, tous mes collègues psychiatres de Laborie ont une peur bleue du Champix quand il y en avait. S'il revient, ça sera pareil. L'adaptation, l'augmentation des doses. Alors, il y avait des études, c'est un petit peu anecdotique, un varénicline 3 mg par jour. Moi, je me suis jamais hasardé à le faire parce qu'il y a plus d'effets secondaires.
Et en cas de procès éventuel, un avocat va s'emparer de ça en disant vous êtes hors AMM. Donc je ne le faisais pas. Et puis l'étude d'Adonis d'Yvan Berlin, lui, il adaptait les doses de patch en fonction de la cotinine salivaire. Donc c'est un très beau protocole, sauf que c'est assez cher le dosage de cotinine salivaire. Donc il faut un sponsor. Dans ce cas-là, c'était un laboratoire ou des fonds personnels de la Pitié-Salpêtrière. Et bah, ça, c'est pas la peine. En fait, bah, ça nous réconforte. C'est pas la peine de doser la cotinine salivaire ou tout ça. Le patient, en fait, à l'aide du soignant, adapter les doses lui-même, hein. C'est un peu comme si on avait affaire à un diabétique et qu'on n'ait pas de glycémie au doigt. Sauf que dans le diabète, c'est quand même très grave si on baisse de quelques chouïas, alors que là, les doses de patch, hein, en raison du phénomène de upregulation, sur plus on fume, plus on a de récepteurs nicotiniques dans les aires de récompense cérébrale, notamment dans le noyau accumbens, ce qui veut dire qu'un gros fumeur, si on lui donne cigarette électronique avec nicotine, plus des patchs, 3 patchs, plus des formes orales, plus le tabac, puisqu'il est en stratégie de réduction, comme c'est un gros fumeur, il a tellement de récepteurs nicotiniques, il n'a aucune nausée, hein, le meilleur signe de surdosage. On leur demande, vous avez des nausées? Pas du tout. On leur explique avant que les nausées, c'est le meilleur signe de surdosage nicotinique. Donc, pas besoin de doser la cotinine, selon l'étude d'Yvan Berlin, qui est quand même un chercheur qui fait des belles études. Donc, c'est du sérieux. Alors, excusez-moi, je vais pas toucher au micro. Alors, l'amélioration de l'observance, c'est essentiel, parce qu'en fait, ça va dépendre du nombre d'heures d'application du patch par jour dans cette étude-là. Alors, ça pose la question des patchs de 16 heures ou de 24 heures. Moi, ce que j'en pense, c'est que les patchs de 24 heures sont très bien, puisqu'en fait, il reste de la nicotine dans le patch de 24 heures ou de 16 heures. Donc, cette publicité des patchs de 16 heures, surtout faite pour la femme enceinte, là, on peut le comprendre, mais il y a 50% de nicotine reste dans le patch après retrait du patch. Donc, autant enlever le patch de 24 heures au moment que l'on souhaite. Chez la femme enceinte, il est conseillé de dormir sans patch par principe de précaution en cas de procès, parce que là, on est hors AMM. Il pourrait y avoir une accumulation de nicotine dans le liquide amniotique qui n'expliquerait pas forcément un fœtus mort-né ou mal formé, mais un avocat se chargerait de nous tacler là-dessus. Donc, quand j'ai une femme enceinte devant moi, je lui ai dit de dormir sans patch, de le retirer 2 heures avant l'endormissement, puisque le patch, c'est comme un Boeing ou un Airbus, hein. Il y a une phase de montée d'1 heure et demie, une phase de plateau, donc jamais de dépendance, parce qu'il n'y a pas de pic, et puis une phase d'atterrissage qui dure 1 heure et demie. Donc si on veut dormir normalement, ou une femme enceinte qui veut respecter la légalité, entre guillemets, il faut le retirer 2 heures chez une femme enceinte avant l'endormissement, 1 heure et demie chez un homme ou une dame qui n'est pas enceinte. Bon, il y a quelques tabacologues, gynécologues qui les prescrivaient 24 heures, mais c'était leur responsabilité, notamment Michel, pas Leroy, mais non, Delcroix, pardon, qui n'hésitait pas à prescrire 24 heures. Il ne s'est jamais rien passé avec ses patientes, mais bon, moi, je n'ai jamais fait personnellement, pour en discuter. Donc, quand il y a faible observance, ben, effectivement, ça traduit peut-être aussi un manque de motivation, je ne sais pas, et beaucoup de rechutes. C'est même un facteur prédictif. On, on peut faire tenir aux patients qui aiment bien ça un cahier avec, on verra, un agenda, un peu comme l'agenda du sommeil. Ça peut être une technique intéressante, à condition que le patient soit d'accord, évidemment. On revient à l'empathie des TCC. Alors, les traitements prolongés, alors ça, c'est intéressant parce qu'on rejoint un petit peu la même chose qu'on a vu en début de traitement, la réadapte flexible, mais là, cette fois-ci, c'est la durée totale de traitement. Au début, quand les patchs sont sortis en 1992, c'était un traitement de 3 mois, hein, un mois avec chaque dosage, 21, 14 et 7. Et puis, on s'est très vite mis, alors que les laboratoires pharmaceutiques ne nous demandaient rien du tout, on s'est très vite mis, la plupart des tabacologues, à faire des traitements de 6 mois au lieu de 3 mois. Les Américains font des fois 2 mois. Et
Il y avait une étude qui montrait que 5 mois, virgule, des briquettes, c'était idéal, donc autant arrondir à 6 mois. La varénicline, on sait qu'on peut faire aussi 3 et 3, 6, donc 6 mois d'affilée. Et le bupropion, là, c'est un peu plus embêtant parce que la notice dit bien 7 à 9 semaines de traitement par bupropion. Mais cet auteur, Hayes, a fait 52 semaines de bupropion. Je ne sais pas si c'était aux États-Unis, mais il avait intérêt à avoir un bon avocat parce que là, il risquait gros, mais il ne s'est rien passé. Ça a augmenté le taux d'abstinence à la semaine 24, mais pas au-delà. Donc, bon, pas grand intérêt. Donc, la durée optimale des traitements, ben, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certains disent 4,8, d'autres 5,3. Donc 6 mois, c'est vraiment très bien. Alors soit on fait, alors, chez les patients schizophrènes, souffrant de schizophrénie plutôt, il ne faut pas stigmatiser, moi il m'arrive de faire 2 ou 3 ans de patch, hein, pour arriver à une réduction de consommation. Et quand on a une réduction, on ouvre le champagne symboliquement, hein, pas avec le patient. Alors il y avait une modélisation mathématique qui suggérait que si les substituts nicotiniques avaient été poursuivis, soit à la demande du patient ou en accord avec le médecin et le thérapeute, 50% des rechutes seraient évitées. Donc on a toujours eu tendance, ça c'est une vieille tradition, mais maintenant c'est fini, on a toujours eu tendance à sous-doser nos patients par peur des effets indésirables. C'était des faux messages des cigarettiers, hein. Si vous fumez une cigarette sous patch, vous faites un infarctus ou une mort subite. Ce qui nous faisait bien rigoler, c'est que les patients à Saint-Pierre-des-Corps pour la ligne Bordeaux-Paris, ils descendaient à Saint-Pierre-des-Corps, ils enlevaient leur patch, ils fumaient 1 ou 2 clopes, ils recollaient leur patch, ils disaient je suis bien, j'ai retiré mon patch. Mais le principal réservoir de nicotine, il n'est pas dans le patch, il est en sous-cutané. Donc, ils ne sont pas morts dans le TGV. Donc, tout ça était bidon. Donc, on va en discuter, mais moi, personnellement, je fais 6 mois pour monsieur, madame, tout le monde. Puis pour les patients hardcore smokers, ça peut être au-delà. Il n'y a pas de danger à prescrire des substituts au long cours, notamment sous forme de patch, puisqu'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de pic. C'est un effet Boeing ou Airbus. Pour les gommes, il y a des cas de dépendance qui ont été décrits aux États-Unis, mais on n'est pas très pour les gommes, on est plutôt pour les pastilles à sucer. Alors, les traitements combinés, c'est intéressant, c'est d'associer varénicline et patch quand on en a, ou varénicline bupropion. Donc c'est plus efficace d'associer les deux que varénicline seule. Et en revanche, bupropion plus substitut n'augmentait pas les taux d'abstinence versus une monothérapie. Donc ça expliquait un peu l'enthousiasme quand on en avait de la varénicline, notamment varénicline plus patch. Je crois que ma collègue et amie Marion Adler à Clamart associe largement varénicline et substitut, avec cigarette électronique parfois. Enfin, si elle est avec nous, elle nous dira ce qu'elle fait exactement, mais je crois que c'est ça. Donc on a aussi écrit une revue systématique à votre disposition gratuitement par PDF sur les traitements combinés dans la revue des maladies respiratoires. Ah, j'arrive à la conclusion, c'est extraordinaire. Donc le tabagisme, c'est une maladie chronique avec des rechutes fréquentes, ce qui fait que, question de mon ami Philippe Harvert, dans les questions qui m'ont été envoyées, faut-il parler de la rechute à la première consultation? Moi, je dirais que dans 95% des cas, c'est oui. Et puis, chez des patients très anxieux en psychiatrie, il m'arrive de parler à la deuxième consultation parce que je les sens tellement anxieux, tellement mal à l'aise, non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de l'arrêt du tabac. Ils ont une telle peur que des fois, j'attends la consultation suivante. Mais avec un patient lambda, je pense qu'il faut lui expliquer, même si tout le monde n'aime pas le schéma de Prochaska, en disant que voilà, ça fait partie vous avez une maladie chronique, il y aura des arrêts, des reprises. Peut-être que vous ne ferez pas de rechute, mais si vous en faites, c'est statistiquement normal, donc ne culpabilisez pas. Listez les situations à haut risque. Donc, une des questions qui m'était posée, moi, j'aime bien les agendas, à condition que le patient soit d'accord. J'ai une patiente, moi, je ne lui ai rien demandé du tout en psychiatrie, elle m'apporte son agenda, le jour, l'heure.
envie de fumer entre 0 et 5. Ça, c'est moi qui lui ai dit de faire une échelle 0 à 5. Elle mettait des plus, c'est un peu pas pareil. Et puis, ce qu'elle a fait, elle a fumé, où je n'ai pas craqué. Donc, c'est intéressant de voir ça. Les patients qui sont d'accord, on peut leur faire tenir un agenda comme les agendas du sommeil, agenda des envies de fumer et des comportements. Et puis, il y a la solution de s'échapper, fight or flight, chez l'animal, hein, fuite ou combat. Donc, s'échapper des situations à risque, notamment au début de sevrage, si on est entouré de fumeurs dans une réunion, dans un mariage, c'est un peu difficile, ça fait un peu celui qui fout le camp, mais ça peut sauver des patients qui, sinon, auraient refumé. Alors, ça aussi, ça s'apprend en stratégie d'affirmation de soi et de coping, hein, c'est savoir s'échapper avec empathie et politesse et de manière un peu grandiose et non pas comme un voleur, de quitter une situation à risque, quitte à l'expliquer pourquoi on fait ça. En cas de chute, ben, analyser le où, quand, comment, on connaît tous. Et en cas de rechute installée, comment la chute a entraîné la rechute. Et des fois, les conséquences bénéfiques de la rechute. J'avais un patient qui s'était fait un itinéraire bis pour aller de chez lui au travail, pour ne pas passer devant le bar tabac. Et puis, un jour, il y a eu des travaux sur son itinéraire bis. Donc, il pouvait prendre un troisième itinéraire, un itinéraire terre. Mais comme en fait, il y avait une envie qui était présente dans le subconscient, il s'est dit non, je vais repasser devant le bar tabac. Et puis ses copains lui ont fait signe, il était alcoolo-tabagique. Viens boire un coup avec nous, Polo. Et puis, voilà, il a repris l'alcool et le tabac. Mais on peut parler peut-être de rechute programmée dans ce cas-là, parce qu'il aurait pu trouver un autre itinéraire. Donc, on avait parlé beaucoup entre collègues de ce cas sans le publier, parce que bon, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est intéressant en pratique. Donc là, bah, je vous remercie de votre attention. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la pratique. Alors, je vous montre juste ce que j'ai mis en annexe, notamment la femme enceinte en postpartum, inciter à l'allaitement au sein, ça diminue les rechutes. Et puis, beaucoup de règles ou conseils donc, d'auteurs différents que j'ai trouvés sur Internet, hein, sur Google. Donc, vous avez plusieurs stratégies possibles, dont je ne vais pas les détailler, mais on peut en faire, vous pouvez en faire ce que vous voulez, prendre ce qui vous arrange dans tout ça. Vous voyez l'activité physique qui réapparaît là. Donc, voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs petites stratégies qui sont publiées à droite à gauche. Et je reviens. Il y a d'autres annexes encore, bien sûr, qui seront à votre disposition. Donc, je reviens. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté dans mon blabla rapide, mais j'aime bien raconter des anecdotes, mais là, j'ai pas eu le temps d'en raconter trop. J'ai une patiente, si je vais raconter le coup de l'adoucisseur, rose ou bleu, mais on a plein d'autres histoires de chasse comme ça. Bien, mais écoutez, je suis à votre disposition pour qu'on. Je vois que Shona va, ou ses gentils collègues vont répertorier les questions, me les Oui, transmettre. tout Alors, à fait. je reste comme ça sur l'écran ou je quitte? Non, je vais On peut peut-être en profiter pour faire une petite pause, par exemple, Oui, si vous le souhaitez, si ça vous convient. Donc, génial, il est 15 heures, donc c'est bien, ça nous laisse bon, pas mal de on temps. fait 5 minutes, on se retrouve dans 5 minutes. Oui, on peut faire oui, 5-10 minutes de pause et puis après on reprend tranquillement. Je vais lancer un diaporama et comme d'habitude un sondage auprès des participants et puis on revient pour la partie questions. Alors, je pense que l'on va pouvoir reprendre tranquillement. Si Docteur Anderner, vous êtes là, je remercie beaucoup les personnes qui ont participé au sondage. Ça nous permet aussi de toujours avoir trace et d'améliorer ou d'avoir de nouvelles thématiques à aborder lors de ces rendez-vous. Donc, je vous remercie beaucoup. Désolé, je vois que je ne peux pas démarrer ma vidéo parce que l'organisateur a bloqué. L'organisateur qui est Ou cette personne. organisatrice. Ben mince, alors demandez à démarrer la vidéo, peut-être dans ce sens-là. Ah, ça marche. Super. Bon, bah parfait. Merci beaucoup. Vous m'avez donné le feu vert, c'est bon.
Je découvre les pouvoirs là, c'est parfait. Je vois qu'il y a Donc, plein de questions. C'est bien qu'on ait un temps important, parce que c'est souvent, ça, il reste 3 minutes et la personne exactement. qui a le micro dit deux autres questions, puis on arrête là, puis Et les gens oui. sont déçus. Après, Alors, exactement. Alors là, pour tout dire, il y a quand même peut-être une trentaine de questions, donc ce sera difficile de tout aborder, mais peut-être peut-être des questions qui se ressemblent, peut-être. Oui. exactement. Donc, mes collègues ont surtout fait un travail de synthèse. Donc, je vais commencer par la première qui nous semblait importante, c'est plutôt de redéfinir qu'appelle-t-on rechute. Après quelle durée d'arrêt de consommation de tabac peut-on parler de rechute selon vous? Alors, quand on utilisait des traitements de 3 mois, c'était en 1992, hein, la sortie des patchs, on disait que c'était 6 mois après l'arrêt du tabac. Alors, en fait, c'est calqué un peu sur les études, les grandes études de cohorte, ou la revue Cochrane, par exemple, qui exigeait que pour être incluse oui, dans leur revue, un article devait avoir un suivi d'au moins 6 mois, sinon il était exclu. Donc le suivi de 6 mois, ça veut dire que les rechutes interviennent beaucoup dans ces 6 premiers mois. Mhm. Euh, D'autres études plus difficiles à mener, parce que c'est sur 12 mois, donc il y a des études intéressantes qui font l'abstinence à l'arrêt du tabac, à l'arrêt du traitement, pardon, euh, 6 mois après l'arrêt et 12 mois après l'arrêt. D'accord. Donc, selon les écoles, 6 mois, je trouve que c'est pas mal. Mais il y a pas de, moi, je n'ai pas connaissance d'un cut-off, d'un seuil. Je me fie un peu aux études qui font 6 mois et 12 mois. Évidemment, à 12 mois, il y a plus de rechutes qu'à 6 mois, Mhm. mais en fait, c'est un phénomène un peu, c'est une courbe, c'est pas un arrêt brutal, c'est une courbe sinueuse, hein. Donc, un repère de 6 mois après l'arrêt du tabac, c'est pas mal. Ça paraît être une C'est un moyenne, avis voilà. personnel, on peut en discuter, hein, Oui, chacun a bien son. sûr. C'est pas universel, hein, c'est une petite recette de cuisine comme ça. 'Exactement. 6 mois, c'est pas mal. 12 mois, les D'accord. patients ils sont découragés. Ils disent, oh là là, pendant un an, Et ça oui. va être long, hein. Et ben, ça fait écho aussi avec d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que vous en parlez La première, oui. voilà, en premier lieu de cette rechute qui va certainement arriver pour le fumeur qui se lance dans l'arrêt ou c'est quelque chose que vous rediscutez plus tard dans le suivi au Euh, moment où ça arrive? Comme je disais en fin de première partie, là, Oui. pour les patients lambda, je l'aborde d'entrée de jeu à la première consultation, Mhm. en utilisant une photocopie du schéma de Prochaska. Ils aiment bien ça parce que même si il y a des gens qui n'aiment pas ce schéma, ça commence à être controversé. Mhm. Mais ça montre qu'en fait, quand on l'a eu en main, ce schéma de Prochaska, tout a changé dans nos consultations. Parce que quand le patient rechutait, bon, on essayait d'être sympa avec lui en disant, bon, pas de chance, hein, bon, ne vous découragez pas, mais enfin, on n'avait pas d'argument. Alors là, on leur fait une photocopie du schéma en mettant la référence bibliographique, et ça, c'est scientifique. Ah bon, donc si je rechute, c'est pas de ma faute, ça fait partie de l'addiction. Moi, j'ai dit oui, c'est pas de votre faute. Euh, Vous êtes pas, c'est pas vous le fautif, quoi. Exactement. C'est l'industrie du tabac et le tabac le fautif. Donc déjà, ça les déculpabilisait énormément. Mhm. Donc en s'aidant du schéma de Prochaska photocopié ou en l'expliquant, Mhm. expliquer que la rechute, faut pas qu'ils s'étonnent. Peut-être qu'ils en font pas, hein. Il y a des patients qui font le circuit de Prochaska en une seule fois, d'autres qui sont sur orbite, hein, ils n'arrêtent pas de tourner. Mhm. Vraiment, en psychiatrie, c'est très fréquent, hein. Chez des patients, ils sont à la 42e consultation de suivi. Au Mhm. CHU, c'était 3, 4, 5. En moyenne. Le top, c'était 6, ils vont revoir 6 fois Mhm. maxi. En psychiatrie, on arrive à 30, 40, 50 consultes de suivi. Ils Mhm. viennent régulièrement et à chaque fois, il faut déculpabiliser, féliciter aussi chaque progrès qui est fait. Mhm. Mais ils savent que la rechute, ce n'est pas de leur faute, ça fait partie de leur addiction. Donc, faut Mhm. les aider pour faire face, mais que ce n'est pas eux les coupables. Alors D'accord. déjà, ils ont un grand apaisement. Une dame qui est arrivée toute en sueur de peur, hein, un peu, Et oui. pas de syndrome de panique, mais enfin anxiété. Et quand je lui ai dit ça, aussitôt, ça allait mieux. Et oui, Donc, ce sont alors, des outils. comme je le disais, oui, des patients vraiment hardcore smokers,
pas très bien équilibré pour leur schizophrénie ou pour leur bipolarité. Je l'annonce plutôt à la deuxième, j'en parle à la deuxième consulte pour pas, j'ai peut-être tort, mais je sens que j'ai pas envie de les effrayer trop en disant du style vous allez vous engager dans une démarche, vous savez, ça va être dur, hein. C'est comme escalader l'Everest, vous risquez de vous casser la gueule en route ou de pas revenir vivant. Ah là là, bon, je le sens pas, je le fais pas. Mais pour le patient lambda qui est motivé pour venir, parce qu'il a pris rendez-vous, il a téléphoné, etc., Oui, on en parle dès le début en disant, ne vous inquiétez pas, s'il y a des rechutes, c'est pas de votre faute, c'est le tabac et votre addiction. exactement. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ces éléments. Il y a une question notamment sur plusieurs personnes déclarent ressentir du craving même après plusieurs années d'arrêt. Qu'en pensez-vous et que Oui. faire? C'est la cure activity, hein. C'est en fait probablement qu'en les interrogeant, en prenant le temps par exemple avec une psychologue, quand on a une psychologue en tabacologie, c'est très très bien, on en avait au CHU. En Oui. hôpital psychiatrique, bon, il y a des psychiatres à tous les coins de rue, tous les coins de couloir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles, mais on a les infirmières aussi du XAPA qui nous aident beaucoup. L'infirmière Elsa, on est bien entouré, disons. Au Mhm. CHU, j'étais moins bien entouré, j'avais juste une seule psychologue, mais euh, il faut beaucoup d'empathie. C'est même pas une question d'avoir le titre de docteur, de psychologue et tout ça. On peut être très bon psychologue sans avoir le diplôme si on a de l'empathie, et mauvais psychologue si on n'a pas l'empathie. Mhm. Et oui, c'est souvent dû quand on les interroge ils s'en sont pas forcément rendus compte, mais ils se sont retrouvés dans un environnement où ils fumaient auparavant, des odeurs qu'ils ont retrouvées. Il y a un très beau film de Agatha Christie là, où la dame revoit un tableau avec une vierge et l'enfant et ça lui rappelle que elle a eu un enfant mal formé à cause d'une rubéole de cette dame. Et c'est un peu ça, quoi. Dans le film, c'était voir un tableau dans une montée d'escalier. Là, ça peut être voir quelque chose qui rappelle le moment où on fumait, une odeur, un objet, retrouver son briquet dans un tiroir qu'on avait caché il y a longtemps. Mhm. C'est très, très varié, d'où l'intérêt d'explorer avec le patient avec empathie. Dans quelles circonstances vous avez le craving, est-ce que c'est stéréotypé ou pas? Essayez de chercher un peu comme un enquêteur le point Mhm. commun, en fait, là où ça peut tilter, quoi. C'est pas toujours facile. Des fois, il est là, le craving. Le craving est tenace, hein, il peut rester toute la vie d'un fumeur à cause des récepteurs nicotiniques, hein. C'est une question qui m'a été posée par vos collègues de Mhm. Hauts-de-France Addiction, c'est que deviennent les récepteurs nicotiniques quand on a arrêté de fumer? En fait, ils ne sont pas détruits, beaucoup restent dans des vacuoles intracytoplasmiques Mhm. et ils disparaissent de la surface des cellules, des neurones, mais beaucoup vont, en cas de craving ou de faux pas, si on a repris une clope, aussitôt ils vont se remettre en surface et dire j'ai besoin de ma dose. Donc les patients expliquent souvent qu'ils ont fumé une clope de clope, ils sont revenus à 20 clopes par jour comme ils faisaient avant, voire Mhm. plus, parce Mhm. qu'on parle comme ça de façon non scientifique, comme si ils, ils se rechargeaient en fait Et oui. en nicotine après 15 ans, 10 ans d'abstinence. Bon, c'est discutable, mais en tout cas, les récepteurs sont là en disant j'ai envie de ma substance. C'est- On n'est jamais. Un ex-fumeur n'a pas du tout le profil psychologique d'un jamais fumeur, hein. Et oui. Et ça fait écho d'ailleurs avec une autre question sur les groupes d'entraide. Euh, une personne a posé cette question qui est la suivante. Il existe des groupes d'entraide pour l'alcool, pour les usagers de d'autres substances, mais concernant le tabac. Donc, quel était votre avis? Est-ce que vous connaissez des choses? Alors effectivement, pour l'alcool, tout le monde connaît ça, hein. Oui. Alors je sais que j'ai un collègue de La Rochelle, un ancien interne de chez nous, qui est extrêmement gentil. Et j'en vois beaucoup de mes étudiants du DU de Tabaco ou d'Addicto en stage chez lui. Alors je pense qu'il est jeune, il exerce toujours. Dans le service d'ophtalmologie de La Rochelle, il fait ça le soir. Bon, ça lui demande du temps, hein, il aime son métier. Une fois par semaine ou tous les 15 jours, il voit les gens en groupe
Et la première fois, donc c'était en groupe pour expliquer les schémas, un petit peu un PowerPoint avec dialogue et tout ça. Et quand il a le temps, il voyait les patients demandeurs après cette réunion en groupe pour la première fois. Et Mhm. ensuite, il les revoyait en groupe. Je ne sais pas s'il le fait toujours, parce que c'est time consuming, hein, de rentrer chez soi à 23 heures ou minuit. Mhm. Mais les gens adorent parce que d'abord, ça leur demande pas un arrêt de travail ou une absence auprès de l'employeur. C'est l'heure où ils sont libres. En plus, ça montre une motivation terrible parce que aller le soir parler de Bien son sûr. tabac avec un spécialiste. Et non, je sais qu'aussi, alors c'est vieux, à Montpellier, il y avait Madame Clausel, maire, qui était pneumologue, donc une collègue à moi, et sa fille est psychologue. Elle a écrit un livre d'ailleurs, Arrêter de fumer, aux éditions Retz ou l'autre, Odile Mhm. Jacob. Et alors, elle faisait ça, elles avaient publié à l'American Thoracic Society un taux de succès de 95%, qui avait surpris même les Américains en disant Oui, c'est énorme. les Français là ont dû tricher, en plus ils sont du Sud. Mais en fait, c'était vrai. Alors, le problème, c'est qu'elle nous a expliqué quand on a été la voir à Montpellier, c'est elle faisait ça chez elle le week-end. Ah oui. Tout le week-end, le groupe venait, ils dînaient ensemble, ils pique-niquaient ensemble, ils allaient faire une promenade ensemble. Et puis, il y avait un groupe de parole dans le jardin, si c'est beau, etc. Donc, Oui, tout le monde ne peut pas faire ça, hein. bien sûr. Voilà. Oui. Je pense que le plus bel exemple, c'est celui de mon collègue de La Rochelle. C'est encore faisable, par exemple, s'il en fait une par mois. Mhm. D'où l'intérêt d'être plusieurs et de se relayer, mais souvent les patients sont attachés à leur thérapeute, hein, au Oui. psychologue, au psychiatre, au tabacologue, au médecin généraliste. Ils ne jurent que par lui. Le cardiologue qui a sauvé la vie d'un patient en, en pré-infarctus fatal, qui est sauvé, et il ne jure que par son cardiologue, ce qui explique que si le cardiologue a dit qu'il ne fallait pas fumer sous patch, le tabacologue qui passe derrière, ça ne passera Il n'y jamais, a quoi. rien à faire. Oui. Il dit, ah non, non, le cardiologue m'a sauvé la vie, il m'a dit, on ne fume jamais sous patch. Eh oui. Donc là, on est un peu coincé, quoi. On a beau réexpliquer, ça ne passe pas. Mhm. Donc ils ont une personne, un objet d'attachement, en fait. Tout à fait. Une personne, en fait, hein. C'est l'infirmière, le tabacologue, le médecin, etc. Donc changer, c'est un peu comme chez le dentiste. Votre dentiste n'est pas là, c'est une remplaçante ou un jeune homme, une jeune femme très sympa. Oh, on a un peu plus peur quand on s'accroche plus au fauteuil, quoi. Une fois que le lien de confiance est établi, c'est de l'alliance thérapeutique des TCC, hein. Oui. Il faut tout Normalement. à- Ça fait aussi écho à une question qui, vous parliez aussi des TCC, hein, plus précédemment dans votre présentation. Et la question est en termes d'accessibilité, Bien sûr. d'un point de vue économique, comment faire aussi avec cette contrainte-là, puisqu'on peut Ouais, recommander, conseiller, mais... bien sûr. Effectivement, c'est très joli sur le papier et à l'oral. Mhm. Je sais que nous, dans notre région, on a deux excellents psychiatres TCCistes, parce qu'ils font que ça. L'un qui est peut-être à la retraite d'ailleurs, le docteur Falcon, qui est vraiment connu au niveau national. Et puis à Châtellerault, un collègue psychiatre, j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment excellent, mais ils sont surbookés, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc Oui, c'est ça. effectivement, c'est extrêmement difficile. Mhm. Alors, des fois, on trouve dans les services de psychiatrie, dans, dans les XAPA, par exemple, des personnes Mhm. qui sont infirmières formées en TCC, Mhm. peut-être prendre en charge des patients, mais qui sont addicts. Alors bon, le tabac, c'est une addiction, donc pourquoi pas, mais ils sont souvent très pris par des addictions dites plus dures, même si ce n'est pas vrai, héroïne, cocaïne, etc. Donc ils n'ont pas toujours le temps. Donc c'est un gros problème de trouver des TCCistes, si on peut appeler ça comme ça. Alors ce qu'on propose souvent, c'est que les TCC, c'est une espèce de boîte à outils. Oui. On peut comparer ça à une boîte à outils du bricoleur. Il y a la boîte à outils de Monsieur Lame Tout le Monde qu'on a tous chez nous, un marteau, un tournevis, une clé universelle, etc. Et la boîte à outils du vrai pro, qui lui est le plombier ou l'électricien que vous faites venir chez vous pour 200 € pour 5 minutes de dépannage.
Lui, il a tout dans le camion, quoi. Ça tient dans un camion. Donc, parmi les outils des TCC, quelqu'un qui n'a pas le DU, il peut apprendre très très vite deux ou trois outils, C'est comme les ça. tableaux à colonnes de Beck, l'agenda de consommation, des choses très simples, l'empathie, c'est-à-dire, je crois que tous les médecins maintenant ont l'empathie. Les vieux médecins en manquaient autrefois. C'était des chirurgiens et on coupe et vous n'avez pas donné votre mot, je vous coupe la jambe, taisez-vous, quoi. Donc, bon, il y a eu des collègues comme ça en pneumologie. D'accord. Et donc, c'est un peu fini tout ça, heureusement. Mais on peut faire avec sa petite boîte à outils du dimanche, une petite clé à molette, un petit truc. Donc, on va tomber sur des choses très, très simples, hein. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a un truc qui peut être intéressant pour éviter la rechute, qui est inspiré, enfin, qui m'a été inspiré par un psychiatre de Marseille qui venait nous faire cours au DU de Bordeaux, qui s'appelait, j'espère qu'il est toujours vivant pour lui, Yvan Druon-Notte, qui a publié un ouvrage aussi comme Charlie Kunji aux éditions Retz. Lui, il avait publié Traiter la dépression par les TCC. Alors, il venait souvent nous faire cours à Bordeaux et on lui disait, mais vous ajoutez pas un petit antidépresseur en plus? Il disait que non, mais en fait, bon, après, quand on discutait avec lui dans le couloir, il mettait souvent une IRS en plus. Mais il montrait quand même que les TCC plus IRS, c'était bien supérieur à IRS tout seul. Tout seul. Et alors, il nous avait expliqué pour une de ses patientes qui avait été violée une dame qui avait été violée dans un parking souterrain et qui, évidemment, ne pouvait plus remettre les pieds, ne pouvait plus se garer, parce que dans les villes, maintenant, on peut se garer dans les parkings souterrains. Et du coup, bah, elle prenait le bus, enfin, bref, c'était une contrainte terrible, hein, un évitement. Et il lui avait fait remplir sur un Bristol, sur un petit bout de papier, une phrase qu'elle devait toujours avoir sur elle, qu'elle devait trouver elle-même. Le but, c'est pas que le thérapeute donne la phrase. On peut chercher ensemble en thérapie avec le thérapeute et le patient, chercher la phrase qui convienne, mais il faut que ce soit l'idée du patient. Et en cas de craving, par exemple, sortir de sa poche ce petit mot, cette petite phrase. Je crois que dans le cas de cette dame qui avait été violée, ils avaient trouvé plein de gens fréquentent les parkings souterrains, il y a des milliers de voitures de garées, dont beaucoup de dames qui conduisent. Oui. Toutes ne sont pas violées, quoi. C'est un TCC de base, mais enfin, c'est dur dans le viol. Par contre, dans le tabac, c'est un peu plus facile. Ça peut être une phrase comme j'ai vécu un de mes patients qui travaille à l'ESAT, autrefois CAT et SOR à Poitiers. Euh, il prenait le bus, il en avait marre parce que à Poitiers, ça paraît une ville calme. Enfin, il se faisait cracher dessus parce qu'il est normal, mais il a un petit côté. Les jeunes voyaient bien qu'il n'était pas entièrement normal, hein, c'est malheureux. Donc il l'insultait, il lui crachait dessus, il le traitait de tous les noms. Il dit ça sent la sueur dans l'autobus, j'en ai marre, je suis toujours debout. Et avec l'argent de l'arrêt du tabac, il s'est acheté une petite voiture d'occasion, la plus petite de la gamme Renault ou Peugeot. Et il est heureux comme tout. Et sa phrase, alors elle n'était pas marquée sur du papier, mais dans sa tête, c'était je vais avoir ma voiture, hein. Je vais plus avoir à prendre le bus qui pue, on m'insulte, on me crache dessus. Il dit dans ma petite voiture, je suis vachement bien, docteur. Il dit c'est super. Et là, je pense qu'il reprendra jamais ce monsieur-là, sauf si on lui pique sa voiture un jour. Donc ça peut être une phrase comme ça. Il y a même des gens qui disent mon, mon tabacologue fait tellement d'efforts pour moi que je vais lui faire plaisir. Donc, et ça, évidemment, c'est le patient qui le trouve, hein. Il n'est pas obligé de me donner sa phrase, hein, c'est sa phrase magique. Il y a un feuilleton de Colombo avec le mot magique. Bon, bref, c'est un peu la même chose, quoi. Chacun a sa phrase ou ses mots magiques qui vont l'aider à faire face. Rappeler qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a fait la plupart du trajet tout seul. Ça serait bête de se casser la figure à la fin. Chacun trouve sa phrase et de sortir ça, ça rappelle au cerveau que des choses qu'on oublie parce que quand on est un peu en panique, on raisonne plus bien, quoi. Bien sûr. Donc, retrouver une phrase écrite par soi en accord avec le thérapeute. Les gens qui ont une phobie dans le métro, par exemple, quand le métro s'arrête entre deux stations, il y a des gens qui sont très mal, un métro souterrain. Donc, certains ressortent une petite phrase, bon, je ne crains rien, si le métro s'arrête, c'est pas un attentat, c'est qu'il
faut qu'il laisse passer le train de devant. Voilà. Et ouf, ça l'aide à avoir moins de sueur. Donc il y a des D'accord. petits trucs comme ça, tout simples, qui peuvent être intéressants. Préparer une phrase, avoir sur soi. De même qu'il faut avoir sur soi ces formes orales de nicotine. Hein, ces tablettes, tous ces gommes, très très importants. Justement, il y a pas mal de questions là-dessus sur les substituts, notamment jusqu'à combien de pastilles par jour un patient sans antécédent particulier peut-il en prendre? Est-ce qu'il y a des règles comme ça? Euh, Alors, effectivement, c'est une excellente question, parce qu'il y a deux écoles. Je crois que sur les notices, il est marqué pour les gommes 12 par jour. Oui. Ça, c'est dommage. Alors, si on connaît le pharmacien, on lui téléphone en disant, bon, alors, normalement, pour le patient lambda, je prends le fort dosage de gomme ou de comprimé, parce qu'il y a un faible dosage, un fort dosage, et je lui en mets 12 sur l'ordonnance. Mais je lui dis, vous pouvez aller acheter à vos frais, parce que ça ne coûte pas très cher, hein, une petite boîte de gomme ou de comprimé, dans une autre pharmacie, si vous ne voulez pas vous faire remarquer, et prendre ad libitum. Je crois que Marion Adler à Clamart, et beaucoup en prescrivent ad libitum, sauf qu'ad libitum, s'il y a un procès, le patient qui boulotte 60 gommes par jour et qui fume plus, moi je suis content. Mais un avocat de la partie adverse, il en profiterait pour ne pas être content. Donc, certains assument le ad libitum, ce qui est la logique scientifique. Hein, c'est tant qu'on n'a pas de nausée, j'insiste bien sur le signe de surdosage, le principal et le plus fiable sont les nausées. Moi, j'ai un patient qui prend cigarette électronique, fort dosage en nicotine, 3 patchs. Il fume parce que bon, bah, il est en stratégie de réduction de consommation. Oui. Et je lui demande pas de nausée, monsieur? Ah, pas du tout. Bon, je fais ma checklist, je vais un peu plus loin, pas de palpitation cardiaque, bon, pas du tout, donc j'arrête, tout va bien. Ça se voit à son visage, il est heureux, tout va bien. Donc en fait, le ad libitum n'est pas dangereux, parce qu'en fait, il faudrait tenir compte du nombre de récepteurs nicotiniques de la upregulation. Mais il y a certains pharmaciens qui disent, ben oui, mais vous avez dépassé la dose du Vidal, 12, c'est pas bien, enfin, au-dessus de 12, c'est pas bien. Alors, il m'est arrivé quand même, personnellement, avec des patients psychiatriques, de mettre 20 gommes par jour. Alors, je mets 20 VINGT en plus, un peu comme les stupéfiants, il faut écrire en toutes lettres. Je dis bien 20 gommes par jour, je signe à côté, je contresigne et je mets mon tampon dans la marge, un peu comme si c'était des stupéfiants. Il y a tellement une panique des substituts au moment où ils sont arrivés à Oui. cause des faux messages des cigarettiers. Mhm. Il y a beaucoup de braves médecins spécialistes ou généralistes, infirmières, pharmaciens qui respectent scrupuleusement les règles d'autrefois. Sauf que pour les 12, je crois que ça n'a pas changé malheureusement. Il y a toujours sur la notice ne pas dépasser 12 gommes par jour. Il faudrait que ça change parce que c'est pas bien. Hein. Bien Un sûr. patient qui fume 60 cigarettes par jour ou 80 cigarettes par jour, j'en ai un, il fume 100 cigarettes par jour. Hein. Un patient que je revois depuis 7 ans. Extrêmement gentil, il nous offre des chocolats à Noël, mais bon, il n'arrive toujours pas à arrêter. Il parle Mhm. toujours de son ascenseur psychique, son ascenseur émotionnel. Quand ça va mal, il consomme 100 cigarettes dans la journée. Mais il prend ses patchs, il prend ses gommes, enfin ses comprimés. Vous avez des nausées? Pas du tout. Il y a tellement de récepteurs nicotiniques qu'on Comme pourrait ça. lui en donner des wagons. Quoi. Et oui. Et par rapport aussi, il y a une question sur la varénicline. En l'absence de varénicline, quand allergie au patch, enfin, que faire aussi par rapport à ça? Alors, l'allergie au patch, moi, je la gérais de 3 manières. Soit le patient la tolère. Hein. Il y a des patients qui ont une telle motivation Oui. que c'est exactement comme la douleur. Hein. Il y a des militaires, par exemple, qui vont souffrir de la torture. Des gens très motivés vont résister à une douleur importante. Et des patients non motivés, une petite douleur, ils ne vont pas résister. Chez le dentiste, des gens qui ont envie d'avoir des belles dents, ils vont supporter des douleurs intenses, par exemple.
Et quelqu'un qui vient en disant une petite visite de contrôle, je ne veux pas qu'il m'embête, il ne va pas supporter une petite douleur de rien du tout. Ça dépend beaucoup de sa préparation psychique. Donc, souvent, oui, on a tendance à sous-doser. Mais la question, vous pouvez la varénicline, c'est ça, en absence de. Oui, Oui. par Ah, exemple, en cas d'allergie au patch, ah oui, c'est ça, oui, excusez-moi, j'avais perdu le fil avec mon truc. Alors, aucun je faisais, soit je voyais si le patient pouvait tenir. Dans ce cas-là, je lui prescrivais un antihistaminique oral qu'on donne aux enfants asthmatiques, allergiques, sans aucun problème. Et puis une pommade corticoïde à appliquer au retrait du patch. Bon. L'autre solution, mais qui ne marche pas toujours bien, c'est de changer de marque de patch oui, avant d'arrêter tout et avant de se décourager. Ceux qui le gardent 24 heures, on peut les faire passer à enlever la nuit. Ça fait toujours le bras se repose, enfin, la peau se repose. C'est des petits trucs comme ça. Et si ça ne marche pas, bah, c'est l'arrêt des patchs. Changer de point d'application aussi, peut-être le bras classiquement, essayer le haut du dos. Et surtout éviter une faute de débutant. On est tellement tenté quand on débute, les jeunes internes, de mettre le patch sur le thorax parce que le cœur et les vaisseaux, c'est symbolique. Hein. D'ailleurs, on met la trinitrine, le patch de trinitrine en cardio près du cœur, alors que en fait, c'est absorption sous-cutanée. Mais le patient voudrait qu'on le mette sous son thorax, près du cœur, près de ses vaisseaux et de ses poumons. Et évidemment, bon, soit il y a les poils chez les messieurs poilus, ça ne marche pas. Et même s'il n'y a pas de poils du tout, la peau est très fine et très allergisante, donc il ne faut surtout pas mettre les patchs à cet endroit-là. Et puis, les collègues dermatologues, j'ai vu un cas, c'est un collègue évidemment, dans tous les cas merdiques, c'est un collègue de travail, c'est un médecin biologiste, qui avait arrêté de fumer complètement, qui était très content. Et puis, il ne voulait pas me montrer, il était venu en blouse blanche, il ne voulait pas me montrer ses bras. Puis j'insiste, il n'était pas content, mais il enlève sa blouse, il enlève son pull. Il avait une allergie mouse costaud, il appliquait sur les bras. Il avait un eczéma généralisé de tout le membre supérieur. Bon, ça le grattait un peu, mais c'est pas grave, il avait arrêté de fumer et il s'en fichait. Alors, je l'avais envoyé presque en tirant par la main chez le collègue dermatologue. Et il m'avait appris, notre collègue dermatologue, tant qu'il n'y a pas d'eczéma généralisé, vous pouvez y aller si le patient le supporte. Mais il faut d'accord. que l'allergie reste localisée au point d'application des patchs. Hmm. Donc, tant que ça reste localisé, c'est le patient qui voit s'il peut tenir ou pas. Et si ça dépasse, c'est très rare, j'ai eu 3 cas d'eczéma généralisé depuis 1992. Là, pour les dermatos, c'est arrêt impératif par principe de précaution. Donc, Hmm. j'avais appris ça grâce à notre collègue dermato. Sinon, c'est vrai que l'allergie au patch, on est tenté, quand on en a, de passer à la varénicline. Hein. C'est Et oui, d'ailleurs l'indication, l'AMM, hein, c'est un patient pour lesquels les substituts n'ont pas c'est marché. ça. C'est ça, Donc, c'est mais sûr. on n'en a pas en ce moment. Donc, on a le Ziban. Hein. Le Ziban est toujours là. Il est très peu prescrit en France, contrairement Oui. aux États-Unis. Il est disponible. Bon, il faut que le pharmacien le commande parce qu'il en, Hmm. il en- il en prescrit, il en délivre une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Mais Bertrand Dotzenberg était très partant du Ziban, notamment pour arrêter la cigarette électronique chez les vapoteurs qui n'arrivaient pas à arrêter. Donc, mais il le faisait sérieusement. D'ailleurs, c'est pas un blagueur, hein, c'est quelqu'un de très sérieux. Il donnait du Ziban à petite dose pour arrêter la cigarette électronique. Hmm. Donc, pourquoi pas essayer le Ziban si le patient n'est pas épileptique, hein, c'est la contre-indication formelle majeure. Et en surveillant le patient, parce que c'est un médicament quand même de prescription médicale, sur ordonnance, les infirmiers qui peuvent prescrire des substituts autant qu'ils veulent, et les kinés, les dentistes aussi. Oui. Les sages-femmes n'ont pas le droit de prescrire du Ziban ou du Champix. Hmm, Quand, hmm. quand- quand il y en avait ou quand il y en aura à nouveau, on l'espère. On attend un générique, mais qui n'arrive pas. Alors, je sais pas. Hmm. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord. Mais en tout cas, bien noté comme astuce pour pallier à cela. Des petits trucs, D'ailleurs, des petites recettes de cuisine, ça marche ou ça marche pas, mais on a tenté. voilà, on peut tenter sans trop de danger. Ouais. Des fois, passer au dosage inférieur, la Oui, surface est plus petite, des petits trucs comme ça. Puis s'il faut du 21, on met un 14 à un endroit, puis un 7 à un autre endroit. d'accord.
Ah Des oui, petits trucs comme ça avant d'arrêter tout en disant on stoppe tout. d'accord. Mais ça marche ou ça marche pas. Et il y a aussi dans le forum de discussion, et moi aussi j'avais déjà entendu cette info, de le mettre aussi, de mettre un patch sous la plante des pieds. Vous en Oui, pensez quoi? Ou oui, sur un effectivement. terrain Oui, film? oui, oui, oui. C'est effectivement, moi, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps parce que je n'aurais pas eu envie enfin, l'idée de le mettre à cet endroit-là. Mais oui, c'est peut-être la quatrième fois que j'entends parler de ça. Oui, c'est une bonne idée. Changer de point traditionnel, hein, les bras, Oui, c'est le grand classique. Hein, tout le monde applique ça au niveau du bras, c'est très bien. Mais oui, tout à fait. Oui, ça peut être moi aussi. ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, on risque rien. Et puis, hein, c'est Exactement. une très bonne petite recette à ajouter au livre de cuisine. Alors, on a aussi une question qui est arrivée sur comment aider le patient qui fume tabac roulé plus cannabis. Faut-il mettre des dosages de patch selon vous plus importants Ouais. dans ce cas? Alors, effectivement, demain, je suis interviewé par le congrès Il Respire sur le cannabis, donc j'ai un Ah peu bah, préparé parfait. mon truc. Donc déjà, on sait depuis longtemps, par avis d'experts, hein, on ne peut pas dire qu'il y ait de publications de haut niveau avec des chimistes, des biochimistes, par avis d'experts, on sait qu'une cigarette roulée à la main, ça équivaut à 2 cigarettes manufacturées. Bon, Oui. une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Est-ce qu'il faut doubler les doses de substituts? Alors, les puristes disent oui, puisque ça délivre 2 fois plus de monoxyde de carbone dans le CO-testeur. Donc, on va mettre de double dose. Moi, je suis plus prudent, je dis augmenter les doses, pas forcément doubler. Si on vient au cannabis, en Nouvelle-Zélande, ce qui est intéressant, c'est que les fumeurs de cannabis n'ajoutent pas de tabac. Il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande publie beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de chercheurs, notamment Aldington, qui a publié dans Thorax, hein, une revue en anglais de bon niveau quand même, en 2007, je crois. Il a fait une équation d'équivalence, un joint fumé chez lui, donc sans tabac, Mhm. équivaut, dans sa publication, à la fourchette est large, hein, équivaut à 2,5 à 4,5 cigarettes manufacturées. Donc, D'accord. si on fume du tabac roulé sans cannabis, il faut augmenter les doses. A fortiori, si on fume tabac cannabis, comme c'est le cas en France, hein, il y a environ 30% de tabac pour favoriser la combustion. Et ben, il faut augmenter les doses. Alors, doubler ou quadrupler, moi, j'ai pas de règle stricte. Il faut Mhm. taper plus fort. D'ailleurs, on a toujours tendance à taper trop faible, là, même avec le patient lambda. Et puis, très vite, l'intérêt de remettre la feuille des signes de surdosage, je leur expliquais à la première consulte. Et très vite, va apparaître l'intérêt de communiquer vite avec le patient, par exemple avec les nouvelles technologies, et il va adapter ses doses lui-même, guidé par un conseil téléphonique, SMS, email, etc. Mais ça demande beaucoup de disponibilité de la part de l'équipe. Il faut avoir du personnel, et puis en ce moment, bah, c'est pas le cas. Donc, Mhm. ça serait l'idéal, quoi. Ça serait d'avoir une espèce de télésurveillance, hein, comme si on avait un holter tensionnel et que le médecin surveille de chez lui avec son ordinateur la tension des patients. Très intéressant. Mais l'important, c'est pas tellement la dose de départ. Si on se trompe en plus ou en moins, c'est pas grave. En général, on sous-dose. Il faut vite adapter. Si le patient a des nausées, faut diminuer. Mais c'est assez rare, hein. J'ai des patients qui fument énormément, qui ont plein de patchs, plein de trucs, ils n'ont aucune nausée. Mhm. Donc, on a beaucoup souffert des messages de Big Tobacco, hein, Oui, donc, même pour le Champix, hein, pour la varénicline, il y a eu des messages on se suicide sous Champix. Donc, bien sûr. Mhm. autant vous dire que même malgré l'étude Eagles, mes collègues psychiatres, ils sont pas chauds. Pour, Je sais pas s'ils sont contents qu'il n'y ait plus de varénicline, mais en tout cas, ça leur enlève des appels, des lettres pour répondre à ma lettre en leur expliquant que je leur rejoins les photocopies de l'étude Eagles, mais enfin bon, ils finissent Mhm. par dire que c'est une étude truquée demandée par Pfizer. En fait, non, c'était demandé par la FDA américaine. D'accord.
C'est vrai qu'elle est en faveur de Pfizer, donc ça tombe bien. Mm. Mais bon, Je vois. vous voyez Euh, où on en arrive, quoi. C'est-à-dire, tout est truqué, quoi. mm, Ce qui n'empêche que quand on prescrivait du Champix, il fallait être vigilant quand même. Hein, c'était pas bien sûr. à ce que le patient arrête le traitement de lui-même, hein, s'il jugeait qu'il y avait un problème. Mm, Et un petit coup de téléphone, on dit, vous avez bien fait d'arrêter, on se revoit et on voit si. mm. Donc, autant avec le Champix, on surveillait, de façon, les Ziban aussi, on surveillait bien. Autant avec les substituts, on est cool, cool, cool. Hein, c'est pour Mm. ça que c'était idiot que les paramédicaux puissent pas en prescrire. C'est très bien qu'il y ait eu cet élargissement de prescripteurs. Et oui. Il y a, Et ça fait aussi lien, pardon, avec une question sur le suivi, l'accompagnement, puisque un sevrage tabagique, pardon, ça prend du temps. Et il y a hum, des questions un peu sur le suivi. Est-ce qu'il y a une fréquence un peu moyenne pour suivre un patient voilà, dans son sevrage? Est-ce qu'il y a une durée aussi? Enfin, quels sont un peu ouais, ouais, c'est quelle est votre recette? grande question, intéressante question. Alors, plus le suivi est long à la demande du patient, avec l'accord du patient, mieux ça marche. Donc, il faut de la disponibilité, du temps, etc. Mhm. L'intervalle, alors, l'idéal, c'est de les revoir en théorie toutes les semaines, mais c'est impossible. Hein. Bah, tous ceux qui ont des Mhm. Mhm. consultations, on avait un rythme de croisière au CHU je pouvais les revoir tous les mois, c'était déjà assez beau. Mhm. Avec d'autres collègues de villes proches, c'était 3 mois pour avoir le rendez-vous suivant. L'autre solution, c'est de programmer plein de rendez-vous, déjà comme font certains kinés, hein, qui programment, chacun sort son agenda et note des dates, et puis celui qui ne peut pas, ben, tant pis, il ne payera pas, mais ce n'est pas de sa faute. Le thérapeute peut être malade, le patient peut être malade. On peut Mhm. fixer, comme ça, on bloque des rendez-vous pour le même patient. Ce qui est très bien aussi, c'est que le suivi ne demande pas forcément beaucoup de temps. Ben, j'ai vu ça avec la période Covid, hein, où on allait prudemment avec au moins 3 masques, donc je plaisante un peu, mais alors qu'avec la secrétaire et moi dans le bureau, et encore, elle ne restait pas tout le temps. On faisait des consultations par téléphone, donc il n'y avait pas le visuel, il n'y avait pas le contact en face à face. Et Mhm. les patients étaient heureux comme tout d'avoir leur docteur au téléphone. Ils reconnaissaient ma voix et ah, docteur, ça me fait plaisir de vous avoir. Et on adaptait l'ordonnance, le secrétaire lui envoyait par courrier. Et ils étaient heureux comme tout. Donc le Covid, je pense, nous a fait découvrir des techniques et des consultations. En tabaco-addicto, c'est assez facile. Hein. Il y avait eu, je crois, un grand procès d'un médecin qui avait fait une téléconsulte, mais il fallait palper le patient et on peut évidemment pas par téléphone, Mhm. ni faire un toucher rectal. Hein. Donc il y a des maladies où il faut vraiment examiner. Mais le tabac, bon, bah, moi, quand j'ai renvoyé en suivi, il restait habillé, je ne les ai pas déshabillés. Hein. Au pire, il soufflait dans le CO-testeur, et pas toujours, ça dépendait le souhait du patient, il ne faut pas le forcer. Si le patient aime ça, il souffle, s'il juge ça inutile, il ne souffle pas. Donc le fait qu'on laisse de la marge de manœuvre au patient, c'est important. Mhm. Ce fameux Yvan Druon-Note, là, il avait des expressions un peu assez atypiques. Il disait que le sevrage tabagique, c'était comme le dressage des éléphants. C'est-à-dire qu'il paraît que quand on dresse des éléphants, on les laisse s'échapper un petit peu de la zone de dressage et puis on les ramène gentiment en disant vous avez le droit de vous éloigner, mais pas trop loin. Ça voulait dire que, par analogie, il voulait dire qu'il laissait de la marge de manœuvre au patient, de refumer, mais on le recentrait, on le faisait revenir une Mhm. zone d'empathie, consultation, quoi, en disant, on va reprendre les choses en main avec empathie. Vous êtes éloigné un peu du centre, on va vous recentrer, mais au sens empathique du terme. Mais sinon, l'idéal, ça serait toutes les semaines, mais même presque tous les jours si on pouvait. Mhm. Et c'est pas possible, c'est Non. difficile. Mais c'est Donc, vrai qu'avec les nouveaux moyens ou alternatives, ouais, ce que ça peut vous être dites, c'est très qu'un intéressant. ça peut être intéressant aussi, Des même. fois, il suffit d'une aide de 3 minutes. Hein, C'est ça. la Oui. secrétaire prévoyait une demi-heure de consultation téléphonique. Des fois, ça durait 5 minutes, le temps de se dire bonjour, comment ça Oui. va, parler du Mhm. Covid. Et la Mhm. tabaco, ça durait 3 à 5 minutes. Quoi. Mhm.
tout à fait. Ce qui fait que pour un médecin généraliste, ça peut être intéressant de faire plein de mini-consultes plutôt que de faire une consulte de tabaco. La première, c'est 1 heure hein, en tabacologie. Oui. Donc celle-là, bon, c'est difficile de le faire en 10 minutes, même s'il y a des publications là-dessus. Mais le suivi, ça peut être fait, prendre 5 minutes pour faire un suivi. Donc, Mhm. à négocier patient-thérapeute, hein, comme d'habitude. C'est ça. Sinon, aller voir quelqu'un qui a un peu plus de temps, Oui, psychologue, infirmière tabacologue. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, par exemple, et en Angleterre, ce ne sont pas les médecins qui font les consultes de tabaco, c'est les infirmières. Hein. et oui. La nurse qui prescrit les patchs, tout ça. Et le professeur ou les grands professeurs, ils font les publications. Hein. Peter Hayek en Angleterre, il publie, publie, publie. Les consultes de tabaco sont faites par les infirmières. Et eux, ils publient, font de la recherche et font des protocoles. Euh, En Et on France, on le est un pays où c'est le docteur qui fait la voit tabaco. On encore. ne veut pas s'autodétruire, hein, comme dans Mission Impossible, mais on pourrait très bien faire comme aux États-Unis, être chercheur, faire de la recherche, faire des Mhm. protocoles avec des patients qui sont d'accord, pendant que nos braves infirmières tabacologues qui sont tout à fait à l'égal de nous, sauf pour Champix et Ziban, pour les Oui, prescriptions médicales, peuvent assurer une très belle consultation de tabaco. bien sûr. Les Et avec médecins du travail, l'élargissement, les médecins du travail, j'avais beaucoup oui, d'élèves en formation chez moi au CHU qui étaient des internes de médecine du travail, santé au travail, comme on dit maintenant, et qui faisaient des magnifiques consultes parce qu'ils étaient motivés. exactement. Nous, on le voit aussi hein, à la Coréade, comme on est un organisme de formation, c'est vrai Mhm. qu'on voit avec les nouveaux prescripteurs, notamment des kinés, des chirurgiens dentistes, vous l'avez dit, bien sûr, des infirmiers et autres médecines du travail. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus et on voit aussi la motivation qu'ils ont Ouais. aussi à accompagner leurs patients sur ce champ-là. Et je pensais à quoi aussi Je vais juste préciser que dans les pharmaciens, on a eu oui, en élève du début de Tabaco de l'Ouest, donc toute la région Ouest, oui, quelques pharmaciens qui hyper motivés, bien qui sûr. ont installé dans leur arrière-boutique une pièce de consultation Oui, tout à pour faire fait des entretiens. insonorisée. Enfin, bon, Mm. les clients n'entendent pas ce qu'il dit, bien sûr. Hein. Et il fait une consulte de tabaco en 20 minutes. Ses assistantes ou ses préparatrices délivrent les médicaments. Et il le fait à merveille. Il avait même eu le premier prix des mémoires au congrès de la Société francophone de tabaco. C'était le meilleur mémoire à l'époque, ce n'était pas des posters. C'était ce pharmacien d'Angers, pharmacie à Avrier à Angers. Il y a 2 pharmacies et il est d'une gentillesse extraordinaire. Donc on se doute bien qu'il a une empathie formidable. Oui, Mais c'est il faut une motivation. Hein. tout à fait. Si on les comptait, il y aurait peut-être, je sais pas, 1% des pharmaciens qui ont le temps de faire ça ou qui souhaitent s'impliquer. Oui, qui vont plus loin. En tout cas, on les voit de plus en plus aussi dans les Oui, formations oui. pour être plus au clair et avoir Ah les oui, messages, une cohérence dans les messages aussi. C'est ce que vous ah oui. disiez sur les prescriptions, sur aussi les préconisations pour la femme enceinte, ou aussi il y a ces pictogrammes qui peuvent Ah oui, parfois. ces affreux pictogrammes qui nous ont cassé Exactement, la tout à figure, fait. quoi. Donc, Ouais, euh, donc il y a ça, et je pensais aussi au dispositif Azalée, des infirmières Azalée, bien sûr. qui là sont très très présentes sur la question du tabac et notamment sur notre Ouais. région. Donc, on a beaucoup de chance aussi d'avoir Ah ce oui. dispositif. J'ai oublié de les J'ai- mentionner, mais bah, je veux les remercier parce que j'avais Eh fait une oui, formation à Parthenay pour des infirmières à et je voyais une motivation sur le tabac qui était énorme, tout à fait. énorme, énorme. C'est une grande Elles chance. étaient attentives, certaines étaient assises par terre, il n'y avait pas assez de place dans la pièce. Et c'était formidable. Récemment, j'ai fait une formation pour la CPAM de Poitiers Oui, en Zoom. Bon, je peux le raconter, hein, c'est pas un secret. Il y avait 36 inscrits. Il y avait 5 personnes présentes en Zoom. eh oui, eh oui. Donc, ça m'a rappelé le contraste avec l'infirmière Azalée appartenait, où Oui, oui, il y il aurait avait plus fallu cette doubler le place. volume de la salle.
Tout à fait. Je Euh, comprends. Je suis désolée, il reste 5 minutes. Il y a d'autres questions malheureusement qu'on ne pourra pas aborder, mais ça fera peut-être l'occasion d'un Peut-être sur la autre. cigarette électronique, peut-être, Oui, ils exactement. Il y a peuvent des... en parler. C'est ça, Quelles exactement. sont les questions, par exemple? Alors, les questions sont au niveau aussi de la prescription des substituts, l'accompagnement. Est-ce que intérêt de la vape, prévention de la rechute après l'arrêt du tabac, pardon, à l'usage de la vapoteuse à moyen et à long terme? Alors, effectivement, moi, je suis plutôt pour, hein, parce qu'il y a encore l'objet de controverse, les pour et les contre. Donc, en psychiatrie, ça ne se pose pas. Ils ont tous leur vapoteuse dans la poche. Souvent, elle ne D'accord. marche plus, la résistance a changé, mais ils viennent demander conseil. Moi, je suis pour. Alors, si on veut suivre la HAS, ils ont tous essayé les patchs, donc le problème est réglé, hein. Ça fait 10 fois qu'ils essayent les patchs, ça ne marche pas. Mhm. Donc là, j'y vais à fond. Alors, avec des conseils pratiques que j'ai sur un autre diaporama, un topo sur la cigarette électronique, c'est d'acheter en boutique un matériel aux normes AFNOR et CE, et surtout pas sur Internet et pas chez les buralistes, parce que les buralistes, ils sont très gentils, mais ils gagnent leur vie en vendant du tabac et des cigarettes électroniques. Leur expliquer le piège entre l'IQOS, du tabac chauffé, qui est le nouveau piège des cigarettiers, et la cigarette électronique, qui va être présenté dans la même vitrine chez les buralistes, et donc les gens tombent dans le piège, alors Mhm. que dans une boutique de cigarettes électroniques, ils ne vendent que des cigarettes électroniques de qualité. En plus, ils sont de très bons techniciens, c'est un peu comme des garagistes. Ils vous expliquent comment ça fonctionne de façon remarquable. Certains ont une formation de tabacologie en une semaine par d'anciens tabacologues, mais qui ont été euh, gentiment évincés de la société parce qu'il y a des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Ils gagnent beaucoup d'argent en faisant ça, mais au moins, ces vendeurs ont une formation solide en tabaco. Je ne citerai pas le nom du formateur, bien sûr, mais c'est quelqu'un de charmant à part ça. Il a trouvé un bon filon pour faire du travail de qualité et gagner beaucoup plus sa vie qu'en en faisant son travail habituel. Mais souvent, ils ont une formation quand même. Tiens, ça vient de se mettre là. Une formation de qualité, les normes CE AFNOR, et puis surtout bien changer sa résistance régulièrement, et vérifier qu'il y a toujours du liquide dans la cigarette électronique. Sinon, on est dans le dry heat, c'est dégueulasse. Alors, on a été en dry heat une fois, on ne recommence plus jamais, ça a un goût de steak brûlé dégueulasse. Et puis aussi, savoir adapter ses doses, un peu comme les patchs, hein, on va choisir la NSM à limiter à 20 mg par millilitre de dosage de nicotine dans les liquides, ce qui fait que les boutiques vendent au maximum de 18. Ils prennent même une marge de précaution, souvent 18 plutôt que 20, alors qu'aux États-Unis, il y a du dosage à 30, 40. Bon. On sous-dose souvent en cigarette électronique aussi. Puis le point important à expliquer aux patients, c'est que la cigarette électronique, c'est un moyen d'arrêt dans une période de diminution de consommation, une période transitoire, Oui. que c'est magnifique s'ils ne fument plus. Donc là, il faut les féliciter. Une fois qu'ils ne fument plus, ils maintiennent la cigarette électronique avec une durée raisonnable d'1 an, par exemple. Mhm. On n'a pas de données suffisantes actuellement pour dire qu'on peut vapoter à vie, même sans fumer. Donc, il faut leur expliquer qu'ils vont aller à leur rythme et on est en équilibre entre il vaut mieux vapoter que de reprendre le tabac, Mhm. mais s'ils peuvent arrêter un jour la vape, quitte à faire comme Lotzenberg, à Bertrand plutôt, l'appeler sur son prénom, donner du Ziban par exemple, ou des substituts nicotiniques pour arrêter la vape. Et Ça, c'est expliquer, possible. oui, oui, oui. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la vape, mais il y a la gestuelle, C'est ça. j'y arrive pas. Alors, bon, il y a Nicorette Inhaler qui ressemble à un fume-cigarette, mais c'est pas remboursé par l'assurance maladie. Oui. C'est très peu demandé, mais ça maintient la gestuelle. On cherche des petits trucs comme ça qui maintiennent la gestuelle. Et expliquer aussi de façon importante que le fait de vapo-fumer, c'est pas bon pour les poumons. Mm. Donc ça peut être une période transitoire de réduction de consommation, mais rester vapo-fumeur à vie en passant de 80 cigarettes à 20 cigarettes chez un schizophrène qui fumait 80, il est content, il vapote en même temps, mais il faut qu'il arrive à zéro tabac, quitte à ce qu'il vapote longtemps.
il y a plus de sécurité, bien entendu, il n'y a pas photo, hein. Mm. Mais s'il peut un jour arrêter la vape, ce serait pas mal non plus. On en demande beaucoup là, hein. Eh oui. Schizophrène, c'est le plus hard des hardcore smokers. Donc, mais ils Mm. sont très gentils à part ça, hein. Le hardcore smoker a un terme un peu péjoratif, c'est les fumeurs difficiles en français. Alors, c'est un peu pénalisant, mais c'est des gens en grande souffrance. Ils sont une dépendance terrible et les aider, c'est difficile, c'est sûr. Tout à fait. Et la vape a sa place, c'est certain. Enfin, ceux qui referment la porte à la vape, comme ça, d'entrée de jeu, je trouve que je suis pas d'accord. Enfin, Mm. Ok. la conseiller en première intention, comme si on était un vendeur en boutique, ça serait malsain. Oui, bien sûr. Mais tous nos patients ont déjà essayé plein de trucs, des patchs, des formes Mm. orales, des gommes, souvent mal dosées. Donc avant de prescrire la vape, il faut voir si ça a été bien dosé, durée suffisante. Des fois, il faut recentrer en expliquant que malheureusement, il y a eu un traitement de substitut nicotinique, mais mal dosé, durée insuffisante, mauvaise observance. On reprend tout à zéro, mais là, vous allez être sérieux, parce qu'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont motivés. Oui. Vous allez être sérieux, vous allez prendre 2,21 mg. Ah bon, je peux en prendre deux? Bah oui, et des gommes et des comprimés en plus. Je peux prendre les deux? Bah bien sûr. Ah, mais j'avais entendu dire qu'on mourait si on prenait deux patchs ou c'était les cigarettiers. Donc, des fois, avant de passer à la vape, on reprend un traitement par substitut et avec des doses suffisantes, une durée suffisante, en associant patch et forme orale, deux, trois patchs s'il faut. Et là, on se dit, si ça ne va pas, on passe à la vape, si le patient n'a pas déjà la vape, hein. Donc, Mm. s'il a déjà la vape, on le laisse dressage des éléphants, il va vers la vape, on ne lui dit pas non, on le ramène un peu vers le centre en disant, c'est très bien, mais vape au fumée, ça peut être dangereux, ce soit transitoire. Nous, on est content quand on a quelqu'un qui vapote, il fait que vapoter, il ne fume plus. Et là, on est content. On mesure le CO, il n'y a pas de CO avec la cigarette électronique, Oui. alors qu'il y a du CO avec l'IQOS, et il y a des cancérigènes avec l'IQOS, il n'y a pas de cancérigènes avec la cigarette électronique, il n'y a plus de nitrosamine maintenant, il y a des traces de nitrosamine comme dans les patchs, à des doses non toxiques. Donc il faut dédramatiser ce côté. Il y a des carcinogènes dans la cigarette électronique. Non, il y en a dans l'IQOS et le tabac chauffé, mais pas Mm. dans les cigarettes électroniques achetées en boutique de qualité et bien entretenues par le patient. Et ça doit C'est ça. s'entretenir comme sa voiture pour les passionnés d'automobile ou les motos pour les motards. Ça s'entretient, hein. On ne fait pas un Paris-Marseille à moto si la moto est mal entretenue, ben c'est pareil. Un bon vapoteur prend soin de le sketch de C'est Fernand son Reynaud. matériel. La vapoteuse doit être au vapoteur l'objet de soins constants. Et à ce moment-là, bon, C'est important de le resignaler et ressouligner. ouais. Euh, Moi, j'engage très vite la conversation sur la vape parce que souvent, ils n'osent pas en parler. Ils ont peur qu'on les fâche en disant ah, je peux en parler avec vous. Ben, je vais vous la montrer, je l'ai dans mon sac ou dans ma sacoche. Je l'avais acheté, mais elle n'a pas servi depuis 3 ans parce que j'attendais de voir un spécialiste pour savoir si c'était bien ou pas bien. Donc, Oui. il faut en parler assez vite, quoi. Quand on Très laisse le bien. choix aux patients, est-ce que vous suivez la HAS par peur ou est-ce que vous attaquez à la cigarette électronique? En général, le problème ne se pose pas. Ils ont essayé 1000 fois les patchs, les C'est sûr. substituts. Donc, la question n'est plus là. Mm. Bon, bah, écoutez, il est Moi, 16h05, donc je- malheureusement, il y a encore des questions. Mais en tout cas, euh, mille merci, docteur Anderner, pour ben, avec plaisir. cette